C'est bon, vous m'entendez bien? Oui, parfait, merci. Merci. Ouais, c'est bon. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette discussion. Donc voilà, euh, peut-être je vous laisserai vous représenter chacun et puis présenter aussi les laboratoires de recherche ou instituts de recherche dans lesquels vous travaillez. Donc pour ma part, je suis députée France Insoumise Nouveau Front Populaire. Je suis aussi dans la commission des affaires économiques et chef de file pour pour la France Insoumise sur les affaires économiques. Et par ailleurs, je coordonne donc une commission d'enquête qu'on appelle populaire, je vais expliquer pourquoi, qui n'est pas une commission d'enquête officielle parlementaire, qui est menée par mon groupe politique. Je coordonne parce qu'en fait, on est une dizaine de députés dessus. Donc pour ma part aussi, oui, j'ai oublié de le dire, mais il se trouve que je suis aussi enseignante-chercheuse en économie de profession, puisque députée n'est pas un métier. Et donc, je m'occupe du coup plus particulièrement de coordonner la commission d'enquête, mais aussi de la partie économique et budgétaire. Alors, pourquoi cette commission d'enquête dite populaire? Parce que tout simplement, ça n'est pas officiel, enfin, ça n'est pas une commission d'enquête officielle lancée par l'Assemblée nationale, mais ça vise justement d'abord à débroussailler, on va dire ça comme ça, et ensuite à pousser vers une commission d'enquête officielle, puisque on considère qu'il est du ressort de l'Assemblée nationale de se donner tous les moyens pour faire un bilan exhaustif, en positif comme en négatif, de ces Jeux olympiques, surtout qu'il y a des Jeux olympiques qui sont prévus en 2030. Voilà. Donc ça fera partie ensuite à partir des résultats aussi de ce qu'on souhaite, en tout cas du point de vue parlementaire, et c'est possible qu'on puisse obtenir cela, on verra bien. Voilà. Je ne sais pas si peut-être avant de vous présenter, vous avez des questions par rapport à ça. Non, c'est tout bon pour moi. Je ne sais pas si c'est Oui. clair. Voilà. Peut-être je peux vous laisser vous présenter. Alors, oui, voilà, merci. Comme ça. Donc Sylvain Bersinger, je suis économiste au cabinet Asterès. Donc on est un cabinet privé d'études économiques et on se penche régulièrement sur l'actualité économique donc notamment depuis à peu près un an, on s'était penché sur les Jeux Olympiques. Quel impact économique ça peut avoir. Donc, on n'a probablement pas l'expertise de nos collègues de Limoges, mais enfin, voilà, on a des petits modèles qu'on a fait tourner. Voilà, essayer de voir à peu près quelles peuvent être, dans les grandes lignes, parce que c'est très difficile d'être très précis, je pense qu'on en reparlera, quel peut être l'impact économique de ces jeux. On a publié quelques notes voilà, qui avaient quelques reprises presse et je pense qu'on va essayer aussi d'affiner nos résultats à l'automne. Voilà. Maintenant qu'on est a posteriori de l'événement et qu'on y voit sur certains points un petit peu plus clair, ça peut être intéressant après d'essayer d'être un petit peu plus précis. Merci beaucoup. Euh, et donc, Monsieur Christophe Le Petit, je vous laisse vous présenter. Oui, bah écoutez, bonjour à tout le monde. Désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous en présentiel. Donc moi, je suis Christophe Le Petit, je suis responsable des études économiques au Centre de droit et d'économie du sport. On est effectivement basé à Limoges. Je suis salarié de l'association C2S Projet Sport, puisque dans le cadre de notre organisation, on a des salariés d'une association, on a des chercheurs à l'Université de Limoges et des avocats dans un cabinet d'avocats. Donc voilà, moi je suis plus particulièrement salarié de l'association et je coordonne un certain nombre de nos travaux en économie depuis une quinzaine d'années maintenant, dont notamment les études d'impact économique, parmi lesquelles effectivement enfin, les deux études d'impact économique ex ante qui ont été produites sur Paris 2024, la première en 2015 en phase de candidature et la seconde il y a quelques semaines, remise en mai dernier, qui était l'actualisation de cette étude-là. Et je laisse la parole à mon nouveau collègue Alexandre, je pense, qui n'était pas mon collègue dans vos radars, je crois. Alors, pardon, parce que je ne le voyais pas sur. Donc, bonjour Alexandre Morteau. Je vous laisse vous présenter, Bonjour. s'il vous plaît. Et merci Oui, d'être bon, là. bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Donc, Alexandre Manteau, moi, je suis docteur en sciences politiques de l'Université Paris-Dauphine. Donc, je ne suis pas économiste de formation et sur les questions les plus théoriques, les plus techniques, je laisserai évidemment mes deux collègues plus en avant. Mais j'ai fait ma thèse donc sur les Jeux Olympiques. J'ai commencé à travailler sur Paris 2024 depuis 2016. J'ai aussi travaillé sur les Jeux d'Albertville 92. Et en fait, c'est un travail de recherche qui a porté sur la production du consensus. Et c'est à travers ce cadre-là que je me suis intéressé aux enjeux économiques
des grands événements sportifs, hein. Donc, comment l'économie sert aussi à légitimer ou justifier ces événements. Et donc, j'ai récemment eu la chance de rejoindre le CDES de Limoges, donc plutôt sur le département formation, mais aussi dans la future, j'espère, des études économiques sous la férule de Christophe. Bien, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, c'est filmé, hein, il faut bien, voilà. Mais donc, ne vous, voilà, il n'y a aucun piège. Bien sûr, il s'agit nous de nous éclairer aussi sur bon les impacts positifs, négatifs du point de vue économique et budgétaire, et peut-être de faire un point sur est-ce qu'il y a des évolutions par rapport ou des craintes ou au contraire des bonnes surprises par rapport aux études que vous avez déjà réalisées. Bon, j'ai eu l'occasion, moi j'ai regardé un peu vos travaux, mais je ne les ai pas regardés en détail. Moi, j'avais peut-être une première question toute simple, mais enfin qui est quand même importante peut-être à tous, c'est euh, quel est, voilà, peut-être de présenter brièvement vos résultats en matière de coût budgétaire global. C'est-à-dire combien ça coûte privé-public, combien ça coûte plus spécifiquement le public, et est-ce qu'il y a voilà, des coûts peut-être qui ne seraient pas encore connus, des coûts qu'on peut craindre, voilà. Bah, je commence sur cette question du coût. Alors, je crois qu'il faut bien, à chaque fois qu'on parle des coûts et des impacts économiques, bien préciser les périmètres dont on parle, parce qu'en fait, on peut dire, je crois, un peu tout et bon, on peut être pas d'accord sur des chiffres juste parce qu'on n'a pas été d'accord sur le périmètre. Donc, le travail qu'on a mené chez Asterès, c'est, je vais me décaler un peu. En termes de coûts, c'est de partir du budget COJO, donc 4,4 milliards d'euros, hein, c'est le chiffre grosso modo qu'on a. Solideo, donc le volet infrastructure, à peu près pareil, 4,4 milliards d'euros. Et l'idée, ça a été de se dire aussi qu'il y aura sûrement quelques surcoûts, notamment, on pense aux primes des policiers, on pense aux primes des agents RATP, etc. Donc, c'est pas évident à chiffrer ces primes, probablement quelques centaines de millions d'euros. Et voilà, le chiffre exact sera probablement affiné quand on aura plus de retours. Donc, le point de départ, nous, de nos études, c'est que le coût voilà, de ces Jeux Olympiques, selon la définition que j'en donne, donc COJO, Solideo, plus probablement quelques coûts supplémentaires pour les pouvoirs publics, ce sera quelque part entre 9 et 10 milliards d'euros. Donc, on a voilà, 8,8 à peu près sur COJO plus Solideo et probablement quelques centaines de millions d'euros. Donc, probablement aux alentours de 9,5 milliards d'euros selon, voilà, selon ce périmètre-là. Et donc, dans ces dépenses, votre question plus spécifique sur la part publique-privée, mon estimation, c'est que le plus gros de ce budget sera supporté par le privé, quoi, par des acteurs privés, et à peu près, je dirais, 3 milliards d'euros. Alors, non, sur ces à peu près 9,5, donc en gros, autour de 6,5 privés et autour de 3 publics. Donc je dis à chaque fois autour parce que je pense que ces chiffres, voilà, je pense qu'on ne peut donner que des ordres de grandeur à ce stade, en tout cas. Les chiffres que j'avance doivent être vus comme voilà, comme des arrondis. Donc, si je détaille un petit peu, grosso modo, le budget du COJO, hein, les 4,4 milliards d'euros, il est totalement ou quasiment entièrement financé par des acteurs privés. Donc, c'est la billetterie, c'est les sponsors, c'est les droits télé. Donc, notre hypothèse, ça a été que le budget du COJO voilà, ne nécessitait pas d'argent public. Je crois que c'est une petite approximation parce que je crois qu'il y a un petit reliquat qui peut être à la charge des acteurs publics. Euh, sur la Solideo, donc le volet infrastructure, 4,4 milliards d'euros, on a posé une hypothèse de moitié public, moitié privé, puisque notamment le village olympique sera revendu en appartements et en bureaux. Donc, au bout du compte, ce ne sera pas une charge pour le public. Et après, les autres dépenses un peu voilà, supplémentaires qu'il peut y avoir, voilà, les primes exceptionnelles, les heures supplémentaires d'agents, etc. Donc, c'est voilà, quelques centaines de millions d'euros, même si c'est dur d'être très précis. L'INSEE avait avancé peut-être 400 millions d'euros dans sa dernière note de conjoncture. Donc ça, ce sera effectivement à la charge des pouvoirs publics, puisque voilà, s'il y a une prime pour les fonctionnaires, c'est bien sûr l'État qui le paye. Donc voilà, on serait pour 2,5, peut-être 3 milliards d'euros d'argent public. Donc c'est quand même un budget, d'après nous, avant tout supporté par des acteurs privés.
Et après, il faudra avoir aussi le volet recettes publiques dues à l'activité économique générée par l'événement, mais ce sera peut-être dans un second temps. Ce n'était pas votre question à ce stade. Peut-être j'ai juste une question de compréhension. Quand vous parlez des primes, par exemple, des fonctionnaires, mais par exemple, si on prend, je sais pas, on va prendre les policiers de manière très concrète qui ont été mobilisés en Seine-Saint-Denis, c'est quand même très important, hein, le nombre d'agents mobilisés, par exemple. Donc, je ne vous parle pas des primes, mais là, en fait, c'est parce qu'ils vont prendre leur congé, du coup, maintenant, et pas pendant l'été. Donc, c'est quand même des coûts en matière de mise à disposition supplémentaire d'heures de sécurité, par exemple, par les policiers. C'est valable pour l'ensemble des services publics. Bon, est-ce que ça, c'est pris en compte dans l'évaluation? Alors, nous, ce qu'on a pris en compte, c'est de se dire, grosso modo, les policiers voilà, ont leur salaire annuel, et du fait des jeux, ils ont travaillé plus, ils ont eu des heures supplémentaires, ils ont eu des primes exceptionnelles. Donc, c'est un peu ce surcoût, alors qui est très difficile à estimer précisément, mais ce surcoût lié à l'événement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'événement, bah, la masse salariale policier aurait été de temps, et du fait de l'événement, il y a eu voilà, un surcoût. Très honnêtement, on a du mal à l'estimer précisément. Parce que sur les chiffres de primes, alors il y a eu différentes annonces, c'est pareil sur la RATP ou d'autres services. Donc c'est pour ça que je dis quelques centaines de millions d'euros, mais voilà, faire le contrefactuel, quelle aurait été la masse salariale de la police, de la RATP, des hôpitaux, etc., et quelle est la part due à l'événement, c'est très difficile. Donc je pense que le chiffre n'est pas gigantesque, ça ne va pas faire exploser le budget de plusieurs milliards d'euros, mais c'est quand même un coût. Et l'estimation, je pense, qui est un peu intéressante, c'est celle de l'INSEE qui disait, qui parlait d'un surcroît d'activité de 400 millions d'euros voilà, dû à ces primes supplémentaires. Donc c'est un chiffre qui peut être, qui je pense est un bon ordre de grandeur pour estimer le montant, mais voilà, nos collègues de Limoges ont peut-être des chiffres plus précis sur ce sujet-là. Et du coup, je me permets de vous poser la même question à distance, s'il vous plaît. Voilà, quels sont, bah, vous déjà, comment vous réagissez aux chiffres d'Asterès? Est-ce que vous avez des résultats différents? Et aussi, est-ce que dans votre étude du mois de juin, donc bon, que j'ai pu, en tout cas dont j'ai pu lire les grandes lignes, finalement, est-ce que vous arrivez à des résultats différents de ces 9,5 milliards d'euros et 2-3 milliards d'euros à peu près de dépenses publiques attendues? Est-ce qu'on peut s'attendre à plus que ça et un dérapage qui ne serait pas aujourd'hui encore estimé? Voilà. Non, bah, les chiffres d'Asterès sont des chiffres qui sont connus et qui sont publics. C'est-à-dire qu'en fait, le budget des jeux, il est composé de trois composantes. Quand on parle du budget des jeux, parce que c'est un raccourci, en fait, le budget des jeux, normalement, c'est que le budget des COJO. Bon, effectivement, pour la puissance publique, c'est pas que ça, et c'est bien normal. Donc, en fait, il y a bien ces 4,4 milliards d'euros du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, sur lesquels il y a effectivement un petit peu d'argent public à hauteur de 171 millions d'euros à peu près, hein. Voilà, on est un petit peu en dessous de 200 millions d'euros, puisque ce sont des montants qui viennent abonder, si je puis dire, le budget d'organisation des Jeux paralympiques, pour lesquels effectivement il y a encore un modèle économique qui est en structuration. Donc là, c'est vraiment la part du public dans le budget du comité d'organisation des Jeux olympiques, et ça fait à peu près 4% des 4,4 milliards d'euros. Sur la Solidéo, effectivement, pareil, 4,4 milliards d'euros de budget, à peu près la moitié, donc 2,2 milliards d'euros d'argent public. Cet argent public ayant été investi pour livrer les infrastructures nécessaires au jeu, mais qui en fait sont des infrastructures qui vont rester en héritage, puisque on parle ici des deux villages, enfin essentiellement, hein, des deux villages, donc le village des athlètes, le cluster des médias, qui vont être reconvertis en habitation et en surface professionnelle, notamment des bureaux, mais également du centre aquatique olympique qui a été construit dans le nord de Paris, et qui lui aussi sera légué, mais avec en plus un legs de plusieurs bassins de natation, en particulier sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, sur ce coup-là, c'est un coup qu'on attribue aux jeux, parce que les jeux sont probablement l'élément déclencheur de la réalisation de ces infrastructures-là. En tout cas, elles ont clairement probablement eu un effet d'accélération de la réalisation de ces infrastructures, mais ce sont des infrastructures qui effectivement servent 2 fois 15 jours aux Jeux Olympiques puis aux Jeux Paralympiques, et qui derrière sont reconvertis et servent finalement les territoires et les populations qui résident sur ces territoires-là. Donc en Ouais, gros, euh,
Ouais, Ouais, je me permets juste une question pour mieux comprendre. Bon, sur l'héritage en matière d'équipement sportif, je pense on pourra y arriver plus précisément tout à l'heure. Bon, moi étant, oui, j'ai oublié de le dire, par ailleurs élu en Seine-Saint-Denis, donc on a pu suivre quand même en partie cet héritage avec les acteurs du sport de Seine-Saint-Denis et les élus locaux. Moi, j'avais une question plutôt quand vous dites bah, il y a 2,2 milliards de public, mais ça va servir à la population. Mais les bureaux et logements, en fait, ils sont revendus au privé, c'est oui, ça? À qui vont les recettes? Du coup, ça fait partie plutôt des 2,2 milliards du privé, pas du public. Tout ce qui est oui. bureau, logement, etc., c'est-à-dire le village des médias et le village des athlètes, ça part en logement, en bureau, en zone d'activité. C'est bien Ce sont ça? des promoteurs qui Voilà. vont effectivement commercialiser post-jeu Ouais, les donc c'est bâtiments. pas les 2,2 milliards de public, là, c'est les Ah 2,2 milliards de si, privé. c'est construit avec de l'argent public, c'est tout à fait. Pardon? Si vous prenez la maquette Ouais. Solidéo comprend bien qu'il y a de l'argent public qui va sur la construction des deux villages. Ce sont des partenariats Donc, publics-privés. C'est un financement public et privé, ok, en fait. mais l'État a mis 2,2 milliards Milliard pour deux. notamment la Ouais. construction de logements et de bureaux. Enfin, ça va se transformer en bureaux et logements, on est d'accord. La revente va bénéficier, ça va être des recettes publiques ou ça va revenir à, Ah non, ce sont des promoteurs qui vont voilà. commercialiser. Ce sont des promoteurs qui vont commercialiser. Mais il y Donc, a il y un a un coût. coût net de 2,2 milliards qui n'est pas pour bénéficier. Je suis désolée de vous le dire. Après, on parlera des équipements sportifs, c'est autre chose. Mais dans les 2,2 milliards, il y a aussi des bureaux logements dont on ne peut pas dire que ça bénéficie à la population, puisque c'est vendu au prix du marché, voire même ça va augmenter Mais les ça prix bénéficie, du logement. en fait, quand je vous dis que ça bénéficie à la population, c'est qu'il me semble que ce sont des infrastructures qui vont accueillir des habitants de Seine-Saint-Denis et des entreprises qui vont être localisées en Seine-Saint-Denis, sauf à me tromper. Bien sûr, mais ça aurait pu être en dehors des jeux. Je veux dire, la promotion immobilière en Seine-Saint-Denis est extrêmement dynamique, surtout pour des logements à 7 000 € le mètre carré. Donc, Mais voilà, c'est juste on que va pas rentrer autant tout les dans équipements le. sportifs, j'entends, mais sur le logement, j'avoue que j'ai j'ai un peu Non, sursauté. mais Mais on pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est il y a eu un effet d'accélération des jeux sur ces projets-là. Il me semble qu'il y a quand même une énorme crise du logement en Seine-Saint-Denis qui date pas d'hier et qu'il y a effectivement une contribution par le fait des jeux de réaliser ces programmes-là. Moi, après, je sais pas qui va les commercialiser. Je crois que c'est ICAD, Vinci, et il y en a un troisième, et à quel tarif. Mais j'indique juste qu'effectivement, sur la construction de ces trois infrastructures-là, qui sont les trois principales infrastructures construites en marge des Jeux, il y a un effet d'accélération, voire de déclenchement pour une partie d'entre eux. Et donc, quelque part, ça relève de ce qui peut faire partie de l'héritage des Jeux. Mais effectivement, après, il ne me semble pas que ni l'État ni les collectivités territoriales soient des entités qui fassent de la promotion immobilière en direct. On peut en faire en partie, mais donc c'est pour ça qu'effectivement, ils prennent appui sur des promoteurs qui revendent dans le cadre d'accords qui ont été signés et dans le cadre de modalités de financement qui ont été déterminées en amont des Jeux. et parce que après, je vais parler de l'héritage sportif parce que je crois que vous avez pas mal bossé dessus. Sur la question de l'héritage en matière de logement, est-ce que vous avez travaillé dessus? C'est-à-dire, par exemple, quelle est la part de logements sociaux, le prix de revente, les promoteurs immobiliers qui sont derrière, etc. Non, pas du tout. Nous, on n'a pas du tout analysé ces éléments-là. Mm. C'est en dehors de notre plan. Ouais. Effectivement, les prix de revente, on les voit passer, on voit qu'il y a des difficultés a priori en ce moment pour vendre ces logements-là. Mais il y avait encore un article dans Le Monde, je crois, en fin de semaine dernière sur le sujet. Donc ça, il y a des éléments qui sont indiqués. Après, sur le sujet de l'héritage tangible des Jeux olympiques et paralympiques, sur les déplacements de population que ça peut engendrer, soit en amont quand on construit, soit en aval quand il y a une pression foncière qui se renforce parce que les prix sont plus élevés. Il y a eu pas mal d'écrits, notamment de la part d'un de nos collègues au CDES qui s'appelle Jean-Jacques Gouillet, qui a effectivement indiqué ça. Non, oui, pardon, vous pouvez me redire le nom, s'il vous plaît? C'est Jean-Jacques Jean-Jacques Gouillet. Ouais, Gouillet. D'accord, merci. Merci. voilà. Et donc Je vous laisse effectivement, continuer, je suis désolée, non, c'était non, juste pas de pour mieux comprendre. Ouais. souci. Et donc après, effectivement, ça c'est Solidéo et Cojo, donc ça fait 8,8 milliards d'euros. Et donc derrière, la question c'est combien d'argent public en plus. Et là, je rejoins tout à fait mon collègue d'Astérès, c'est-à-dire que moi, je considère qu'il est totalement erroné de prendre
le coût des jeux la totalité du traitement d'un fonctionnaire, parce sur la partie fonctionnaire, on a des gens qui effectivement peuvent décaler leur congé avant ou après l'été, et donc le coût véritable des jeux, c'est plutôt la partie prime, à mon sens. Et donc c'est en ça qu'il faut prendre en compte uniquement la prime des agents de l'État, des agents éventuellement de la région Île-de-France pour ce qui est des transports, et non pas la totalité du coût. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, ça reste un travail qui est à finaliser. La Cour des comptes suit ça de très très près. Mais effectivement, l'ordre de grandeur, visiblement, est de l'ordre de 500 millions d'euros, puisqu'en fait, on parle de 3 milliards d'euros d'argent public. Donc, si on compte 2,2 milliards d'euros sur la Solideo, 200 millions sur le COJO, 2,2, ça fait 2,5 à peu près. Et donc, on parle de 500 millions d'euros d'argent public complémentaire. Ces chiffres-là, effectivement, seront analysés et affinés par la Cour des comptes pour avoir l'estimation et le coût final des jeux. Je crois que c'est prévu pour l'automne 2024. Ok. Justement, j'ai une question sur le nombre d'heures parce que donc, vous prenez uniquement les primes, mais donc vous prenez pas, par exemple, si on a eu, je prends un exemple très concret, un policier qui a été entièrement consacré, enfin son boulot entièrement consacré au jeu pendant 3 semaines. Il a fait que ça. Du coup, là, Ouais. vous prenez pas son nombre d'heures et le coût que ça a pour l'État. Non, parce que s'il n'avait pas fait les jeux, il aurait fait autre chose. Il n'a pas été recruté spécifiquement par l'État pour intervenir sur les jeux. C'est un Bah, ça fonctionnaire veut qui dire a... que, en gros, vous savez la pénurie de policiers qu'on a en Seine-Saint-Denis. Bah, nous, on a vraiment enfin, en tout cas, ne cessent d'ailleurs les élus de demander des policiers, des commissariats en plus. Oui, Donc moi, pour avoir discuté quand même avec les commissaires de police, par exemple avec les 2 de ma circonscription, c'est clairement, pour tous quasiment, des gens qui vont prendre leur congé après. D'ailleurs, ils s'en plaignent oui, beaucoup parce qu'ils n'ont pas eu d'été avec leur famille. Ils vont tous prendre leur congé après. Voilà. oui. Et donc, Et du donc, coup, c'est un coût indirect puisque c'est des heures en ben moins non, qui auraient ben non, servi à la population, parce que par ailleurs. si... Ben non, je suis pas d'accord avec vous, parce que s'ils avaient pris leur congé cet été, ils auraient été en congé cet été. Oui, mais du coup, ils les prennent, ils vont les prendre Et en alors? octobre, novembre, décembre. Donc, ça veut dire qu'ils ne seront pas là auprès de la population et on va avoir un déficit de policiers en réalité Mais s'ils et un avaient gros pris leur problème. congé cet été, s'ils avaient pris leur congé cet été, ils n'auraient pas été là en juin, juillet et août. Je comprends pas votre raisonnement. Normalement, ils auraient pris leur congé, oui, cet été. Bon, ils Oui. les décalent. Donc, ils n'auraient pas été là en juin, Non, juillet, alors du août. coup, Là, ils ils vont sont pas être là là. cet été pour les Jeux Olympiques, d'accord? Et Oui. donc, tant mieux pour les JO. Bon, mais ils ne seront pas là, par exemple, pendant un mois au mois d'octobre. D'accord? Donc, c'est un déficit de service public, en réalité, pour les populations, puisque sinon, enfin là, non seulement ils n'étaient pas dispo pour la population au mois d'août, puisqu'ils ont fait les JO, mais par ailleurs, ils ne sont pas là au mois d'octobre. Donc, il y a bien un mois en moins pour un policier de service rendu à la population en dehors des JO. Je ne sais pas si c'est clair. Bah, c'est très clair, mais je suis tout à fait en désaccord. Oui, alors, je suis d'accord avec mon collègue de Limoges. Quand vous dites pendant les Jeux, ils n'ont pas été au service de la population, ben, si, ils ont quand même été au service de la population. Tout à Il y a fait. beaucoup de Français, de Franciliens, de Parisiens qui étaient sur les événements. Donc le policier qui a sécurisé une fan zone ou un stade, il était quand même au service de la population. Alors il y avait beaucoup de touristes aussi. Il était au service de la population sur cet événement. Donc oui, pas dans sa fonction usuelle, mais s'il n'y avait pas eu les. Alors, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les Jeux, il n'aurait peut-être pas été au Stade de France, il aurait peut-être été ailleurs, mais euh, bah, moi, non, là-dessus, je suis d'accord avec mon collègue de Limoges. Il était au service de la population. Alors, c'est vrai, sur un territoire ou un événement qui n'aurait peut-être pas été le même. Je sais qu'il y a des festivals, la fête du lac à Annecy, par exemple, qui ont été annulés ou rétrécis pour mobiliser des policiers à Paris. Alors voilà, il y a eu un déplacement, c'est vrai, de fonctionnaires, et je crois que ça s'est fait aussi dans les hôpitaux, etc. Il y a eu un déplacement de temps de travail, mais ce n'est pas un temps de travail supplémentaire ou un déficit. Alors peut-être qu'on peut argumenter en disant que les policiers pendant l'été, ils auraient été plus utiles dans une cité de Seine-Saint-Denis plutôt qu'au Stade de France. Ça, ok, moi je ne suis pas expert du sujet, hein, mais
Mais voilà, je pense malgré tout qu'il y a eu la mission de service public a été rendue. Après, on peut dire qu'elle aurait dû être rendue ici ou là, mais pour moi, c'est pas un coût. Le coût réel, c'est le coût supplémentaire. Et là, on est sur de l'évaluation budgétaire. Ensuite, il y a la question d'une évaluation, à mon avis, économique plus large, bon, mais voilà, restons sur le budgétaire, en effet. Mais bon, après, nous, quand on fait je pense, un impact économique global, il me semble qu'on peut prendre en compte aussi ces effets indirects sur la population, qui est en fait un déficit de service public à un moment donné, parce que, ou alors, sauf s'ils ont pris des heures supplémentaires, ce qui en tout cas, moi, pas le cas, hein, dans ma circo, c'est pas des heures sup, en réalité, c'est des reports de congés, quoi. Mais si effectivement il y a des heures sup, évidemment, du coup, s'il y a des heures sup, elles sont prises en compte, par contre, c'est ça, hein. Elles sont prises en compte par qui? Nous, on n'a pas pris en compte Dans cette votre partie-là dans notre... évaluation, c'est que les primes Non, ou est-ce non, qu'il y a les heures sup? dans notre étude, ça n'est pas pris en considération. La partie publique liée à tout ce qui est lié à la sécurisation de l'espace public ou au transport, nous, on n'a pas pris en considération cet élément-là. Alors, du coup, vous prenez quoi en compte exactement dans les 500 millions? C'est les primes, c'est ça? Non, non, c'est pas mon étude, hein. Ça, Ah oui. l'analyse de la Cour des comptes. Oui, pardon, c'est la Cour des comptes. Je peux réagir. À mes yeux, s'il y a des heures supplémentaires de policiers, il faut les prendre en compte parce que c'est bien une heure supplémentaire liée à l'événement. Alors après, comme je disais, avoir le chiffre exact, c'est pas évident. Moi, j'ai travaillé avec ce que j'ai pu trouver ici ou là dans la presse ou dans les données accessibles. Il faudra avoir vraiment des détails du ministère de l'Intérieur voilà, qui donnera un peu ces données. Moi, je les ai pas, donc on est sur des estimations au doigt mouillé, hein. Mais je pense qu'il y a une heure supplémentaire d'un policier ou d'un fonctionnaire, d'un agent de la RATP lié au jeu, lié spécifiquement à l'événement, là, elle doit être prise en compte dans le coût qui sera supporté par le contribuable au bout du compte. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, si on voulait être dans l'appréciation, il faudrait prendre en compte l'heure supplémentaire, plus le surcoût du policier ou de l'agent RATP ou Île-de-France Mobilité, à mon sens, par rapport à sa situation normale sans les jeux. Et il faut aussi prendre en compte tout ce qui est frais de logement pour ceux qui viennent de province, éventuellement frais de restauration. Il y a des coûts annexes aussi qui sont, alors des fois, qui font l'objet d'arrangements avec les organisateurs privés. Je ne sais pas comment ils se sont organisés précisément là avec le COJO. Ça a été des questions qui ont pu se poser sur d'autres Jeux olympiques par ailleurs. Mais je pense que ce qu'il faut souligner aussi dans les interventions là, c'est que on a un manque de données qui est assez cruel. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de transparence sur tous ces objets-là, notamment de la part du ministère de l'Intérieur. Et sur tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, il y a quand même une grosse inconnue, c'est la sécurité au sens très large, c'est-à-dire effectivement ces histoires de primes, d'agents mobilisés, d'équipements, enfin voilà, il y a tout un ensemble de coûts qui sont assez mal connus. La Cour des comptes, le seul chiffre qu'elle donne, très conservateur et très prudent, c'est 400 millions d'euros, mais on n'a pas eu tellement d'autres informations là-dessus, et c'est quand même ça la grosse variable par rapport à ce qui a été donné comme chiffre depuis tout à l'heure sur les 3 milliards d'euros. Je rappelle que Pierre Moscovici, c'était au mois de mars, établissait une fourchette entre 3 et 5 milliards d'euros d'argent public. Donc il y avait quand même de la part de la Cour des comptes beaucoup de prudence et d'incertitude quant à la facture finale, et c'est dit assez clairement dans leur rapport de 2023. Ils n'étaient pas en mesure d'établir avec précision le coût final pour les finances publiques. Donc on travaille un petit peu à vue sur un certain nombre de choses, et enfin, je pense on attend tous le rapport de la Cour des comptes à l'automne 2025 qui sera remis à la représentation nationale pour avoir une vue vraiment plus précise sur tous ces chiffres. Juste sur la fourchette 3, 4, 5 milliards d'euros qui aurait été dans le cadre d'une interview donnée à France Info, me semble-t-il, euh, pour en avoir discuté avec la Cour des comptes, la Cour, en tant que telle, l'institution n'a jamais assumé cette fourchette-là, puisque son dernier rapport de juillet 2023 estimé à 3 milliards. Effectivement, il est peut-être sous-estimé ce chiffre, et c'est tout le travail qui est en train d'être réalisé par les experts de la Cour pour pouvoir l'affiner et avoir une estimation très précise du coût. Mais juste voilà, sur le fait que le 3, 4, 5, c'est une initiative visiblement personnelle et de communication du président de la Cour. D'accord, merci beaucoup. Mais peut-être je peux vous laisser, oui, pardon, poursuivre, excusez-moi, sur vos résultats du mois de juin et peut-être l'actualisation que vous en avez fait. Et justement, voilà, les données qui vous semblent en tout cas devoir être encore actualisées et les incertitudes qui existent encore. Et je sais qu'il y en a beaucoup, quoi.
ouais, alors bon, on parlait du périmètre et mon collègue d'Astérès l'indiquait tout à l'heure. Effectivement, nous, le périmètre qu'on a intégré pour réaliser notre actualisation sur l'étude ex-ante, c'est le périmètre COJO et le périmètre Solidéo. C'est-à-dire qu'on a pris en considération les modalités de financement du COJO, les modalités de financement de la Solidéo et les dépenses du COJO et les dépenses de la Solidéo. Donc nous, c'est vraiment ça notre périmètre. Donc, ce qui nous amène à répartir l'impact au sein de de deux grandes familles, qui sont l'impact relevant de l'organisation pour ce qui concerne le COJO et l'impact relevant de la construction pour ce qui concerne la Solidéo. Et on y ajoute une troisième brique qui est l'impact touristique, sur lequel on sera certainement amené à discuter. L'impact touristique étant entendu au sens d'intégrer des visiteurs donc, qui n'auraient pas fréquenté le territoire de référence s'il n'y avait pas eu les Jeux. Ce qui m'amène à un petit commentaire sur le territoire de référence. Ce territoire de référence que nous avons retenu, c'est le territoire de la région Île-de-France. Et donc l'analyse territoriale que nous avons fait, c'est bien de regarder les revenus provenant de l'extérieur de l'Île-de-France, tant côté COJO, Solidéo que de la part des visiteurs, qui ont été dépensés en Île-de-France. Donc c'est bien ça qui constitue l'impact économique local tel que nous on l'a évalué. Donc sur les zones d'ombre, je pense que ce qui reste à affiner, et ça sera tout le travail qui sera effectué dans le cadre de l'étude ex post, c'est de pouvoir bénéficier des chiffres définitifs concernant le budget du COJO. Voilà, on sait qu'il y a tout un travail de finalisation budgétaire qui va être, qui a d'ailleurs déjà dû commencer, je pense, mais qui va être finalisé par les équipes du COJO sur cette fin d'année 2024, puisque le COJO va être amené à être dissous hein, dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc là, il y a ce processus-là. Donc pour savoir si effectivement le budget de 4,4 milliards d'euros du COJO a bien été tenu, tant du côté des produits que du côté des dépenses. Du côté des produits, je pense qu'il y avait peu d'incertitudes dans la mesure où l'étude réalisée a été faite sur la base de données qui ont été transmises fin 2023, début 2024. Donc la quasi-totalité des produits était plutôt connue. Il y a peut-être des effets positifs à attendre sur la partie de la billetterie, puisqu'on avait pris plusieurs hypothèses concernant la billetterie, donc la commercialisation des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Donc ça, il faudra effectivement pouvoir l'affiner. Et côté dépenses, effectivement, pouvoir effectivement suivre si les 4, parce que c'est un budget qui était à l'équilibre, hein, présenté à l'équilibre. Donc les 4,4 milliards d'euros de dépenses sont bien 4,4 milliards d'euros et pas 4,5 ou 4,6 ou je ne sais pas combien. Donc ça, c'est plutôt l'analyse de l'atterrissage pardon, budgétaire qui est à effectuer côté COJO. Côté Solidéo, les choses étaient relativement connues, puisque là, on était plutôt sur des maquettes budgétaires avec des plans de financement, notamment sur des dépenses publiques qui étaient assez actées. Donc là-dessus, peu d'incertitudes. Ce qui reste incertain, c'est effectivement la part des ventes pardon, de commercialisation d'appartements pour savoir à quel niveau finalement se situe véritablement l'argent privé puisque cet argent privé, c'est de l'argent qui vient de la promotion et donc de la vente des appartements. Moi, j'avais peut-être une question du coup pour en arriver sur l'héritage sportif, c'est-à-dire que en fait là, on parle de dépenses, donc il va y avoir les retombées dites positives en matière d'une part de recettes publiques directes, c'est-à-dire j'imagine les cotisations sociales, etc. Et d'autre part, les impacts. Alors, j'imagine que vous le mettez dans une autre, parce que c'est difficile à évaluer, les impacts en termes d'héritage sportif, voire d'héritage en matière de logement, mais là, je le mettrai peut-être un peu plus de côté. C'est-à-dire tous ces infrastructures qui restent in fine, même si ça a coûté de l'argent public, par exemple sur les 2,2 milliards publics. Donc, il y a des infrastructures qui restent au bénéfice de la population de manière générale. C'est-à-dire, c'est pas un appartement vendu, c'est bien, pardon, un, par exemple, une piscine qui est à disposition du public, quoi. Est-ce que ça, vous arrivez enfin, est-ce que vous avez des estimations tant en termes de recettes publiques que d'héritage général, quoi, d'intérêt général, on va dire ça? Moi, j'ai pas chiffré ça précisément. J'ai essayé, mais j'ai pas.
je suis pas arrivé à un chiffre suffisamment précis pour en faire une note et la communiquer à la presse. Nous, ce qu'on a dans les notes qu'on a envoyées à la presse, voilà, que vous avez là, on a vraiment modélisé les dépenses, c'est-à-dire, comme je le disais, à peu près 9,5 milliards d'euros qui sont dépensés. Donc nous, on a pris le périmètre de l'économie française plutôt que l'économie francilienne, mais enfin, grosso modo, effectivement, la plupart des impacts seront en Île-de-France et on pourrait faire tourner un modèle plus spécifique, mais les chiffres seraient à peu près les mêmes. Donc, on a un modèle chez Asterès d'impact économique dans lequel on met une dépense et on voit quelle est la répercussion sur l'économie, les effets indirects, induits, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'on a communiqué des chiffres. Donc, à peu près 10 milliards d'euros de valeur ajoutée pour les entreprises, donc à peu près 0,4% de PIB étalé sur plusieurs années, hein, puisque les dépenses d'infrastructure sont étalées sur plusieurs années. Et là-dessus, à peu près 4 milliards et demi de recettes publiques supplémentaires. Donc, ben, voilà, des entreprises qui travaillent, 4,5, 4,6, dernière estimation, mais évidemment, ça dépend du budget qu'on met, parce que si par exemple il y a plus de primes pour les policiers, bah, il y aura plus de consommation de policiers, donc plus de répercussions sur l'économie. Donc, comme je le disais, c'est des chiffres il faut prendre l'ordre de grandeur plutôt que le chiffre à la virgule près, puisque vu qu'on a de l'incertitude, comme on l'a dit avant, sur le montant exact, eh ben, on a évidemment de l'incertitude sur le résultat final. Donc voilà, tout cet argent, ces 9 et quelques milliards d'euros dépensés, génère une activité économique qui génère du coup des recettes fiscales. Et notre estimation, c'est que les recettes fiscales générées en fait, vont être supérieures, légèrement supérieures aux dépenses. Donc c'est pour ça que ma conclusion, c'est que d'un point de vue budgétaire, ces jeux en fait, sont une bonne affaire. Après, il y a d'autres impacts économiques que je n'ai pas chiffrés. J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas eu de. Je suis pas arrivé à un chiffre qui me semblait suffisamment solide pour le publier et le communiquer. Donc, il y a l'impact touristique qui est extrêmement dur à prendre en compte parce qu'il faut prendre en compte les touristes qui sont venus pour les Jeux. Déjà, il faut voir, est-ce qu'on prend le périmètre que nos collègues de Limoges ont pris, c'est-à-dire l'économie francilienne, de ce que je comprends, mettons un Bordelais qui monte à Paris, c'est pris en compte, ou est-ce qu'on prend en compte que l'impact sur l'économie française, auquel cas, c'est les touristes étrangers uniquement. Si vous restez un touriste français qui va en vacances à Paris plutôt que sur la Côte d'Azur, bah, c'est toujours l'économie française. Donc ça, c'est un premier point qui est très difficile à prendre en compte. Il faut prendre en compte les dépenses. Alors, ceux qui seraient venus l'effet net, c'est-à-dire les touristes étrangers, moins, disons, le surplus d'arrivées de touristes étrangers dû au jeu. Ça, c'est très difficile, puisqu'on sait qu'il y a des touristes qui sont venus, on sait aussi qu'il y en a qui ne sont pas venus. Les recettes de billetterie du Louvre ont été mauvaises, par exemple. Après, il faut prendre en compte combien ils ont dépensé et combien dépensent en moyenne les touristes étrangers, puisqu'on sait qu'il y a des chambres d'hôtel qui ont vu leur prix augmenter, etc. Donc, il faut prendre en compte ça, c'est très difficile. Et donc, il faut prendre en compte cette venue de touristes spécifiques au jeu. Et il faut prendre en compte ce qui est beaucoup plus difficile, tous les touristes qui ne sont pas venus à cause des jeux pendant ou avant l'événement. Puisque on sait que bah, voilà, les gens qui voulaient venir plutôt pour de la visite culturelle à Paris bah, ne sont pas forcément venus parce qu'ils se sont dit les prix d'hôtel allaient être trop chers, les transports allaient être saturés, etc. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais sur la mauvaise billetterie du Louvre. Avant l'événement, il y a des touristes qui ne sont pas venus. J'ai entendu notamment dans le tourisme d'affaires, puisque voilà, des gens se disaient ben, les hôteliers vont commencer à augmenter leurs prix, il va y avoir des travaux partout. Et donc après, il faudrait faire le même travail sur les Jeux paralympiques aussi, parce qu'il y a un effet qui est plus faible, mais il y a un effet aussi. Il faudrait faire le même travail sur la période intermédiaire Jeux olympiques, Jeux paralympiques, puisque visiblement le tourisme d'affaires, de ce que j'ai entendu, je n'ai pas de chiffre précis, mais a souffert pendant cette période-là, puisque voilà, pareil, on se disait, bah, certaines lignes vont être, certaines voies routières vont être réservées aux JO, il peut y avoir encore des perturbations, donc voilà, certains séminaires ou autres qui n'ont pas eu lieu. Et il faudrait prendre en compte aussi très difficile. Le fait que certains événements, par exemple en province, ont dû réduire la voilure, voire être annulés. Je crois que c'est la fête du lac d'Annecy qui a été annulée. Certains festivals ont vu leur ampleur réduire, faute de policiers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment hein, de fonctionnaires qui ont été mobilisés sur l'événement. Et donc, en fait, si on veut faire un chiffrage un peu précis de l'impact touristique, il faut prendre en compte tout ça. Et c'est extrêmement difficile d'en sortir un chiffre précis. Et j'ai pas réussi à avoir un chiffre qui m'a semblé suffisamment fiable et solide pour le publier, parce que ça aurait vraiment été du doigt mouillé. Donc mon sentiment, mais c'est qu'un sentiment, c'est que l'effet touristique, il a dû être très légèrement positif, mais je pense pas qu'il y ait eu un effet très fort. J'avais regardé les chiffres à Londres des entrées, des flux de touristes étrangers entrés et sortant au Royaume-Uni. On voyait pas grand-chose pendant les Jeux de Londres. Donc voilà, il y a peut-être un effet très légèrement positif,
mais je ne pense pas que ce soit gigantesque. Et en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le chiffrer. Alors, voilà, il faudrait y passer, parce que nous, c'est des notes qu'on fait voilà, pro bono, comme on dit. Donc, il faudra avoir vraiment un budget pour y passer 3 semaines pour décortiquer tous les chiffres. Mais je pense que l'estimation avec un chiffre en disant, voilà, ça a créé tant d'emplois, tant de valeur ajoutée, tant de recettes fiscales, c'est vraiment très difficile. Et après, il faudrait prendre en compte aussi, très difficile, les effets potentiellement négatifs des jeux sur certains commerces ou autres. On pense à la cérémonie d'ouverture qui a entraîné le bouclage des quais de Seine pendant plusieurs jours, avec des restaurateurs qui faisaient grise mine, voilà, ou d'autres commerces dans des zones sécurisées qui ont pu en pâtir. Donc voilà, je n'ai pas de chiffres précis, mais voilà, le fait que ce soit difficile, je pense, c'est une information en soi, mais je ne pense pas que l'impact ait été... alors, je ne pense pas qu'il ait été négatif. Je ne pense pas que les jeux entraînaient un impact négatif sur le tourisme, mais je ne pense pas que ça a été une aubaine touristique. En tout cas, sur le moment. Après, à plus long terme, c'est un autre sujet. Et voilà, la comparaison de Londres me laisse penser que l'impact est assez faible. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne l'a pas pris en compte dans notre modélisation à ce stade. Alors peut-être que dans quelques mois, on aura les chiffres définitifs de la fréquentation touristique et on pourra y voir un peu plus clair. Mais à ce stade, je trouve que c'est très difficile d'avoir un chiffre. Et j'ai une question là-dessus pour une demande de précision. Bon, nous, en tout cas, ça a fait beaucoup parler en Île-de-France, mais par exemple, des coûts comme sur la population francilienne, comme le billet de métro à 4 euros, est-ce que ce type de coût est pris en compte dans vos estimations? Non, alors le billet à 4 euros, je pense que ça ne concerne pas trop les franciliens qui ont tous un pass Navigo. Oui. Euh, et, euh, et après, ce qu'il y a, c'est qu'un billet à 4 euros, c'est aussi des recettes publiques, enfin des recettes pour la RATP. Donc voilà, disons que s'il y a un Marseillais qui vient à Paris pour les Jeux, qui paye 4 euros, bah oui, c'est une dépense pour un ménage, mais c'est une recette pour une organisation, pour la RATP. Et bon, après, les touristes étrangers, bah oui, ils ont payé 4 euros le billet de métro. Enfin, je vais pas pleurer sur le sort des Américains, des Japonais. Voilà, je pense qu'ils ont les moyens. Et je pense que les Franciliens, on a tous un pass Navigo. Donc voilà, je pense pas que. Alors symboliquement, oui, ça a été. On tond la laine sur le dos de la population, mais les Franciliens ont tous un pass Navigo. Donc bon. Non, donc du coup, pour répondre à votre question, j'ai pas pris en compte cet effet-là. Et peut-être, moi, j'aurais une question peut-être vis-à-vis de vous deux, Monsieur Le Petit et pardon, Monsieur Martin. Morteau, pardon. Sur peut-être plus précisément sur l'impact en termes d'héritage sportif. Est-ce que vous avez aujourd'hui un tableau un peu de ce qui reste en réalité de ces infrastructures sportives? Je ne sais pas si ça fait partie de vos recherches ou... Alors, nous, je laisserai Alexandre compléter parce qu'il a aussi beaucoup travaillé cette question-là mais en gros, nous, on a sur notre étude, hein, je parle de l'étude qui a été actualisée avant les Jeux, on n'a pas du tout intégré la partie héritage sportif et les effets bénéfiques qui pourraient, et alors là, je pense qu'il faut bien parler au conditionnel, qui pourraient survenir. Tant sur ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire une piscine qui est léguée en héritage va générer des recettes publiques parce qu'il va y avoir voilà, des entrées et du coût de l'indo, etc. Donc, quelque part, ça peut générer un effet positif que également, donc ça, on l'a pas pris en compte. Et on n'a pas pris en compte non plus l'effet potentiellement bénéfique qu'aurait une augmentation de la pratique sportive, puisque c'est un peu l'objectif. Alors, si tant est qu'il y ait effectivement au bout du compte une augmentation de la pratique sportive, puisque là la communauté scientifique est partagée, ce qui est sûr c'est qu'il va y avoir un afflux à court terme de nouveaux pratiquants. Reste à savoir si les clubs notamment vont être en capacité de les accueillir, parce que les clubs sont déjà en difficulté en termes d'encadrement et d'équipement. Mais en admettant qu'il y ait un afflux et que cet afflux soit durable, ou en tout cas que finalement il ne sera pas durable l'afflux, c'est-à-dire que ça va faire une courbe en cloche, ça va monter très fort, et puis ensuite ça va redescendre. La question c'est est-ce que le point de convergence il est supérieur ou inférieur ou au même niveau que le point de pratique sportive avant. Admettons qu'il soit supérieur, il peut effectivement là y avoir des effets économiques positifs, notamment parce que des pratiquants sportifs sont des personnes qui sont moins souvent malades, plus productives. Enfin voilà, il y a des effets sur l'économie et des effets indirects ou induits qui peuvent se générer. Mais ça, nous, on l'a pas pris en considération pour la même raison que mon collègue d'Asterès, c'est qu'on n'a absolument pas de certitude et trop peu d'éléments tangibles sur lesquels appuyer un raisonnement solide à ce niveau-là. Donc, on ne l'a pas intégré dans le cadre de nos travaux.
Ouais, pour compléter un petit peu ce que vient de dire Christophe, qui a déjà bien balayé, il faut voir qu'en termes d'héritage sportif, la candidature de Paris s'est quand même construite d'abord sur l'argument qu'il y avait justement pas beaucoup d'équipements à refaire ou à construire, c'est-à-dire qu'on allait s'appuyer sur de l'existant et ensuite construire un certain nombre de structures temporaires précisément pour limiter les coûts. Donc déjà, ça réduit un petit peu le périmètre. Le principal équipement étant bien sûr le centre aquatique à Saint-Denis, qui a été un petit peu réduit en taille aussi face à des risques de surcoût. Donc là, c'était des éléments de 2018-2019, hein, si je me souviens bien, on avait revu un petit peu les plans, et avec parallèlement des plans de redistribution des bassins temporaires en Seine-Saint-Denis pour permettre un territoire qui est quand même notoirement carencé dans ces équipements-là, d'en avoir à disposition. Donc, ça, c'est, on va dire, le volet le plus directement lié aux équipements des jeux, sachant que les piscines, ensuite, bon, c'est quand même des équipements qui sont coûteux à entretenir, hein, en termes d'énergie, etc. Ça consomme beaucoup. Donc, il y a aussi toute une difficulté pour les collectivités locales, on en parle beaucoup en ce moment, mais pour financer ces équipements-là, les maintenir sur le long terme, etc. Donc, là, moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. J'espère que ça ira pour les communes qui sont concernées en Seine-Saint-Denis, mais c'est forcément un enjeu important. Ensuite, sur l'héritage sportif, il y a aussi les plans qui sont mis en place par le gouvernement à travers le ministère des Sports et l'ANS. Je pense aux fameux 5000 terrains de sport ou à des enveloppes qui sont faites pour éventuellement rénover un certain nombre d'équipements, pas seulement en Île-de-France, hein, mais sur l'ensemble du territoire. Par exemple, des rénovations d'ordre énergétique, d'isolation, etc. Donc ça peut être aussi un effet bénéfique. Maintenant, il y a forcément des interrogations, c'est-à-dire euh, comment les collectivités, etc., vont pouvoir se saisir de ces différentes enveloppes en termes de maillage territorial, parce que c'est ça l'enjeu, en fait, c'est d'avoir quelque chose d'assez homogène sur le territoire. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis surtout, le deuxième, et là, je pense qu'on est en plein dedans, c'est l'incertitude quant à l'avenir de ces plans qui étaient des plans pluriannuels, avec les éventuelles coupes budgétaires qui sont annoncées ou pas. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes et probablement d'inquiétudes pour un certain nombre d'élus locaux. Donc, potentiellement, il y a tout ça. Après 2024, enfin, j'ai envie de dire après le vote du budget de 2025, il y aura peut-être des modifications. Sur la pratique sportive, comme l'a dit Christophe, ça, c'est souvent un grand argument qui est mobilisé. Scientifiquement, c'est compliqué à évaluer pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a à la fois la pratique fédérale dans les clubs qui est, on va dire, la plus simple à estimer parce qu'on a des remontées de chiffres. Et puis, il y a toute la pratique en dehors, la pratique libre ou dans des structures privées. Euh, on n'a pas pour l'instant de preuves tangibles qu'un événement comme les Jeux Olympiques permet une augmentation significative et durable de la pratique. Pour avoir ce genre d'effet, il faut précisément accompagner ça de politiques publiques volontaristes, en fait. C'est-à-dire qu'il y ait des équipements sportifs accessibles au maximum de la population. Il faut, comme l'a dit Christophe, que les clubs aient la capacité d'accueillir les gens, c'est-à-dire d'avoir de l'espace, d'avoir des créneaux horaires, d'avoir des personnels formés aux différentes pratiques sportives, hein. Ça peut être accueillir des jeunes enfants, ça peut être accueillir des personnes en situation de handicap ou faire de la pratique sportive adaptée à différentes pathologies, etc. Bref, donc l'événement en lui-même ne produit pas forcément grand-chose, sinon un enthousiasme peut-être à la rentrée, mais qui peut s'essouffler assez rapidement dans les mois ou les années qui suivent. Donc les jeux à eux tout seuls, ça suffit pas. Il faut d'autres politiques. Si on prend l'exemple de Londres qui est souvent cité, bon, en fait, il n'y a pas eu plus de pratiques sportives chez les Anglais, il a même légèrement diminué dans les années qui ont suivi. Et c'est à partir de 2015, quand le gouvernement remet en place des politiques sportives, qu'on voit une réaugmentation de la pratique. Donc, l'événement en lui-même, c'est pas suffisant. En tout cas, c'est ce que tend à montrer la littérature dont on dispose aujourd'hui, avec encore une fois toutes les difficultés qu'il peut y avoir à évaluer ce type d'évolution. Là, il faudra aussi surveiller les données de l'INJEP qui produit quand même des enquêtes importantes. Oui, peut-être juste sur ce tout dernier point, rappeler qu'effectivement, dans le cadre des travaux évaluatifs qui sont coordonnés par l'État, figure en particulier un suivi de la pratique sportive qui est effectué par l'INJEP, qui va doubler en fait la fréquence de son baromètre annuel en fait, qui suit la pratique sportive au sens large, c'est-à-dire celle intégrant la pratique licenciée dont Alexandre parlait, et puis la pratique informelle ou en structure privée marchande. Donc ça c'est une des études.
qui permettra probablement de mieux documenter et de façon scientifique. Voilà, l'INJEP travaille avec des standards scientifiques assez élevés, cet effet sur la pratique et de le suivre dans le temps. Et un tout dernier commentaire, je vous relaisse la parole, Madame la députée, c'est juste sur l'héritage, parce qu'en fait, on parle de l'héritage. Il y a une tendance à vouloir toujours tout analyser dans le très très court terme. Alors j'entends bien l'intérêt et l'importance, hein, d'analyser dans le court terme. Néanmoins, quand on parle d'héritage, là encore, la communauté scientifique estime que l'héritage d'un événement tel que les Jeux, il s'estime à 10 ans. Donc voilà, c'est difficile d'avoir une analyse précise et fine de l'héritage cette fin d'année 2024 ou même en début 2025, parce qu'en fait, il y a des effets qui prennent du temps, économiques, sociaux, environnementaux, positifs et négatifs. Et c'est effectivement à l'issue d'une période d'une dizaine d'années qu'on arrive vraiment à les analyser. Ça, c'est un appel pour financer de la recherche et permettre soit à des universitaires, soit à d'autres types de structures d'aider à évaluer ça. Et effectivement, pas que le soufflet retombe en 2024-2025 sur un satisfait kit qui serait peut-être un petit peu trop. Et de toute façon, enfin bon, nous, notre commission d'enquête, la populaire, et puis ensuite les demandes qu'on va faire, on va faire une demande officielle, hein, de commission d'enquête parlementaire transpartisane. Ça vise justement à donner les moyens, des moyens supplémentaires pour évaluer des jeux qui quand même ont un coût non négligeable et donc dont on attend, surtout sachant 2030, dont on attend quand même d'avoir des résultats qui vont plus loin parce que voilà, on sait bien aussi qu'en matière de recherche, je suis bien placée pour, ayant fait de la recherche pendant 15 ou 20 ans, je suis bien placée pour savoir que, par ailleurs, on a un manque de données et d'accessibilité aux données assez important et qu'on ne peut pas tout vouloir faire en quelques semaines. Non, juste une petite réaction, vous, sur l'héritage sportif, et je rejoins un peu ce que vous dites sur, en fait, sur l'augmentation de la pratique du sport. Je crois que c'était Monsieur Le Petit qui disait ça. Ça dépend de la capacité des clubs aussi à les accueillir. Ce que je peux vous dire, moi, pour avoir fait 5 forums des associations de ma Mm. circonscription depuis 2 semaines, c'est qu'en réalité, les clubs sont déjà au complet. Oui. Ils Ouais. l'étaient déjà. Et c'est plus que Mm. ça a créé, alors je sais que ça ne s'évaluait pas sur le plan économique, ça crée beaucoup de frustration, c'est-à-dire des parents en pleurs. Mm. Par exemple, le stand du club de natation, Ouais. le stand de club de natation a fermé à 9h, 10h du matin, le forum commençait à 9h. Déjà, les gens sont arrivés à 7h pour inscrire leurs gamins. À 9h, il n'y avait plus de place. Et à 9h, les gens ont commencé à râler, à pleurer. Parce qu'on leur Non, mais avait je suis. promis que grâce à Léon Marchand, les enfants allaient pouvoir nager et faire des cours de natation. Enfin, je dis, voilà, je dis c'est assez cruel, hein, mais en réalité, ça, voilà, il n'y a pas les moyens. Aujourd'hui, les clubs sont déjà complets. Ils l'étaient l'année dernière. Il n'y a pas moyen d'inscrire son enfant en natation, en tout cas, là, moi, dans toute ma circo, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est Non, les mais essais que vous avez, mais... vous prêchez, non, mais vous prêchez des convaincus, et je pense que ce que vous observez dans votre circo, c'est malheureusement, enfin malheureusement, je dis malheureusement parce que ça suscite de la frustration, voire du désarroi. Je crains que ça soit le cas dans pas mal de territoires. Ouais, Effectivement, et ça rejoint ce qu'Alexandre disait. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, enfin marrant, avec beaucoup de guillemets, parce qu'on a vu pendant les Jeux qu'il y avait des services publics qui fonctionnaient très bien à partir du moment où on mettait en place beaucoup de moyens. c'est Je ça. pense en particulier au transport, qui ont été d'une fluidité Oh, remarquable pardon, pendant oh, toute la durée des Jeux. au transport, Au d'accord. transport, Ouais, 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 tout à fait. Vous avez mais raison. pas que, et la sécurité aussi. Et en fait, on se rend compte que quand on met des Ouais, moyens, ça fonctionne. ça paye. Et donc le sport, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, ce que là, je me suis exprimé dessus publiquement, donc j'ai aucun problème à le refaire face à vous, c'est que je trouve regrettable que finalement, et tout bord politique que ce soit, sur Mm, les 20 ou 30 dernières années, il n'y ait pas eu un vrai plan d'investissement public-privé, parce qu'il ne s'agit pas de tout bien sûr. attendre de l'État et de tout attendre des collectivités territoriales, en faveur du sport, pour effectivement rénover nos équipements qui sont en grande désuétude pour certains, les augmenter en nombre. Alors, il y a bien eu le plan 5000 équipements qui a été suivi d'un second, mais ça reste c'est un peu marginal par rapport aux besoins. Enfin, quand voilà, on estime que le plan de rénovation, il est peut-être de 10 ou 15 milliards d'euros. Et donc, en fait, si on avait voulu vraiment se doter des moyens de ne pas susciter cette frustration que vous soulignez, il aurait probablement fallu anticiper très largement. Mais quand je parle d'anticiper, on sait depuis 2017 qu'on a les Jeux, donc on pouvait mettre en place des choses. 2018, on avait Mm, 6 ans, bien sûr. pour justement faire en sorte qu'on puisse être en capacité de capter cette demande-là, parce qu'en fait, la vraie difficulté, c'est que cette demande qui s'exprime, la demande sportive, elle va pas être captée. Alors, une partie d'entre elles, la plus solvable, ira faire du loisir sportif
marchand. Mais bon, tout le monde n'a pas la capacité et la possibilité financière d'aller vers les sportifs marchands. Une partie fera de la pratique sportive informelle, et c'est très bien. Mais malheureusement, je crains qu'une partie peut-être se détourne du sport, et c'est assez regrettable. Donc effectivement, si on veut vraiment réussir l'héritage d'un événement comme les Jeux, ceux de 2024, voilà, maintenant on va être plutôt dans l'analyse de l'héritage, mais aussi ceux de 2030, puisque 2030 se profile, il faut investir, et il faut investir assez massivement pour avoir des choses qui puissent avoir un effet macroéconomique notable. Juste pour la Ouais, petite si. histoire, on a demandé en décembre dernier, pendant le projet de loi de finances, moi, j'ai porté un amendement pour avoir non pas un plan de 5000 équipements, puisque c'est juste ce qu'il nous faut pour la Seine-Saint-Denis pour faire le rattrapage de la moyenne, vous le savez. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, on a 4 fois moins d'équipements sportifs par habitant et 6 fois moins même dans ma circo. Et donc, on a demandé non pas un plan de 5000 équipements sportifs, mais de multiplier par 10 l'enveloppe pour avoir un plan de 50 000 équipements sportifs, 5000 n'étant que le rattrapage de la Seine-Saint-Denis. En plus, on sait, vous le savez, que en fait, l'investissement, c'est-à-dire l'argent qui est prévu pour ces 5000 équipements, c'est évidemment pas à hauteur d'une piscine, par exemple. En réalité, quand on dit 5000 équipements, c'est 5000 très petits équipements qui ne permettent pas par ailleurs aux collectivités locales de supporter le coût sur le long terme une fois l'équipement réalisé. Bon, voilà, c'est juste pour aller dans votre sens, mais je suis d'accord pour dire, enfin, y compris, voilà, moi je parle pour la gauche, hein, le nouveau Front populaire. Bon, je ne parlerai pas des autres groupes politiques, mais je le dis franchement, je pense qu'on a un déficit de travail sur la question sportive, en fait. Enfin, bon, après, moi, je c'est par intérêt parce que j'ai fait du sport de haut niveau, donc je vois bien ce que ça peut amener aux enfants et j'en ai pratiqué longtemps et je pense qu'on a un très gros déficit d'attention à cette question du sport, de l'accès du sport pour tous. Voilà, enfin, c'est juste pour aller dans votre sens et bon, on essaye. En tout cas, la commission d'enquête là, elle vise justement aussi à travers les JO, à prendre peut-être en charge bien plus qu'avant la question du sport, de la pratique sportive et des moyens qu'on y a à faire, quoi. Voilà. Je ne sais pas, Alexandre Morteau, vous vouliez compléter? Oui, oui, très rapidement. Enfin, je souscris complètement à tout ce qu'a dit Christophe. Et effectivement, 5000 ou 10 000, c'est bien, mais je crois que le ministère des Sports recense 300 ou 350 000 équipements sportifs. Donc, effectivement, c'est un peu une goutte d'eau. Ça pose des problématiques qui sont plus larges. C'est-à-dire qu'on sait déjà que les collectivités locales sont les principales financeuses et propriétaires d'équipements sportifs. Donc, pour les rénovations ou la construction, tout ce qu'on veut, il y a un enjeu qui est d'abord avec les élus locaux. Et donc, ça repose la question de la fiscalité locale, de comment est-ce qu'on aide des collectivités à se financer. C'est là encore d'une actualité brûlante, mais il faut quand même bien rappeler que leurs moyens ont été diminués au fil du temps. Et donc, c'est de plus en plus difficile de mener des politiques telles que celle-ci avec les moyens qui sont les leurs. Donc, il y a déjà cette grosse question-là qui est évidemment au-delà du sport. Et ensuite, et là aussi, c'est ce qu'a dit Christophe, finalement, c'est qu'on n'a pas eu de vraie politique sportive ambitieuse depuis peut-être 20 ou 30 ans, quoi. C'est-à-dire que, et là je reprends ma casquette de politiste, mais on a une tendance à l'événementialisation des politiques sportives, c'est-à-dire de les envisager principalement à travers des événements comme les Jeux Olympiques, l'Euro, la Coupe du Monde de rugby, etc., qui sont en fait des arbres qui masquent la forêt, puisqu'on dit ces événements vont générer de l'héritage, donc on met de l'argent public dedans en oubliant que précisément, c'est parce qu'on n'en met pas tout au long enfin, de l'année, des années, que le parc en fait se dégrade malgré ces événements qui brillent, mais qui la littérature est quand même assez claire là-dessus. L'héritage des grands événements sportifs, il est très modéré et il est très loin des promesses qui sont faites. Donc, il faut vraiment repenser une politique sportive, comme l'a dit Christophe, sur le temps long, sur des politiques vraiment structurantes. Euh, Par exemple, l'arrêt des emplois aidés en 2017, alors même qu'on vient d'obtenir les Jeux, c'est une erreur majeure pour les clubs et pour les collectivités. Donc il y a tout un ensemble de leviers qu'il faut activer, mais il ne faut pas les activer pour un événement ou dans la suite d'un événement ou pour obtenir des résultats sportifs ou des médailles. C'est pas ça qui compte. C'est vraiment des choses beaucoup plus profondes. Et là, je pense il y a à la fois le ministère des Sports ou l'Agence nationale maintenant qui a un rôle à jouer là-dessus, mais il faut aussi beaucoup plus impliquer et travailler avec les élus locaux qui sont les premiers confrontés à tous ces enjeux-là. Merci. Oui, parce que vous disiez 350 000 équipements sportifs, c'est quoi? Alors, C'est le le parc ministère en des Sports a France, une oui. base de données.
Ouais, Oui. il a une base de données qui recense maintenant les équipements. J'ai plus le chiffre en tête, mais on est autour Mm. de 320, 30, 40 à peu près qui sont Mm. recensés. Et cette base de données est assez utile puisqu'elle permet de voir quand est-ce qu'ils ont été construits, s'ils ont subi des rénovations, est-ce qu'ils sont adaptés à l'accueil du public handicapé, par exemple, etc. Donc c'est une source de données intéressante voilà, qui donne un peu une idée des enjeux aussi autour de ces politiques de construction d'équipements sportifs qui, vous avez raison, sont globalement un impensé politique depuis très longtemps. Parce que si là je le fais enfin, en dehors de est-ce que ça va augmenter la pratique sportive ou pas et les clubs sont-ils capables de, et en l'occurrence je pense que non, d'accueillir des adhérents en plus. En tout cas pour un certain nombre de disciplines ça l'est pas. Alors pour d'autres comme le foot ils arrivent parce que mais bon le foot je pense que les JO ont pas trop joué. Mais en tout cas gym, natation, athlétisme, il y a plus de place. Et c'est quand même les 3 disciplines principales des JO, voilà. Moi, je peux vous dire, j'ai fait 5 forums des assos, j'ai fait tous les clubs de toutes ces disciplines-là, des 5 villes de ma circo, il y a plus de place. Voilà. Ils étaient déjà complets avant les Jeux, donc ils le seront évidemment après, Ils étaient complets fin pour la juin. Le pire, quasi-totalité. c'est Pardon? Non, non, vous avez raison, ils étaient complets fin juin, puisqu'on sait comment ça se passe. Les réinscriptions ont lieu à la fin de la Bah saison oui, précédente. En fait, avant même les Jeux, les clubs étaient complets ou quasi complets. c'est ça. Donc malheureusement, même ces médailles de Léon Marchand, je suis pas sûre que ça permette à beaucoup plus d'enfants de nager. Bon, après, je passe les détails sur, par ailleurs, les difficultés. Nous, en Seine-Saint-Denis, vous savez qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ne savent pas nager par rapport à la moyenne nationale. On a une grosse difficulté d'accès aux piscines, y compris pour les écoles, en fait, en réalité. Ce qui fait que les cycles de natation ne sont pas faits en primaire, notamment, ce qui fait qu'à l'entrée en sixième, en fait, il y a beaucoup plus d'enfants, je crois que c'est plus d'un enfant sur 2 qui ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Donc, du coup, j'arrive à une autre question, c'est sur les infrastructures sportives. Est-ce que vous avez un état des lieux de ce qui reste? Parce qu'on a des données, alors je ne sais pas du tout si vous avez travaillé là-dessus. Nous, on a des données, enfin, en fait, on entend différentes choses sur les bassins de la piscine olympique, le site d'escalade, j'ai pas bien compris s'il allait servir ou pas. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus ou si c'est vraiment en dehors de votre spectre Ouais. d'analyse. Alors, on a travaillé dessus, nous, dans le cadre d'une autre étude, d'un autre accompagnement qu'on fait sur la stratégie héritage et durabilité de Paris 2024. Et donc, en fait, on a moins travaillé sur cette partie tangible parce que la Solidéo avait fait un petit bilan où ils expliquaient qu'il y avait 25 bassins qui allaient être légués en héritage au niveau de l'Île-de-France, dont 19, me semble-t-il, il faudra vérifier précisément les chiffres, mais je crois que c'est ça l'ordre de grandeur, qui ont été construits, rénovés en Seine-Saint-Denis. Et donc, en fait, j'étais en train de chercher pendant que vous me posiez votre question et je vérifierai après il y a quand même un effet, donc notamment avec des bassins qui servaient à l'entraînement des nageurs ou qui étaient en marge du centre aquatique olympique, qui vont être démontés, remontés, en particulier en Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est une première condition indispensable, c'est de pouvoir desserrer votre contrainte, c'est-à-dire l'accès à des bassins de natation et le nombre d'heures de l'INDO disponibles pour les écoles, pour les clubs et pour le grand public. Là, il y a quand même un effet. Est-ce qu'il est à la hauteur de ce qui est nécessaire? Je ne sais pas, mais il y a quand même un effet, je dirais, plutôt positif parce qu'il y a des bassins qui vont être légués. Mais en fait, les bassins, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que pour qu'il puisse y avoir aussi des effets sur l'apprentissage de la natation, il faut animer ces bassins. Et donc, il faut effectivement faire en sorte que les écoles puissent y avoir accès pour faire les cycles de l'apprentissage d'un savoir fondamental, hein, qui est l'apprentissage de la natation. Savoir nager, c'est un savoir fondamental. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il y a aussi le fait de pouvoir y accéder pour les clubs et ou pour le grand public. Et donc là, il y a une action qui a été mise en place qui me semble tout à fait intéressante. Et là, pour le coup, Alexandre parlait de faire perdurer certains des projets qui ont été mis en place, et il faut espérer que ce soit le cas. C'est cette action qui s'appelait Savoir nager, mais qui s'appelle maintenant, qui a pris le nom en cours de route de 1, 2, 3 nager, qui donc est partenariale entre les acteurs publics, notamment le département de Seine-Saint-Denis, la ville de Marseille aussi, qui est un peu dans la même situation que vous en termes de carence. La Fédération française de natation, EDF, voilà, c'est multipartenarial et ça permet soit effectivement de faire venir de la population dans ces bassins pour animer et leur apprendre à nager, pour casser aussi quelques appréhensions, parce qu'il y a quelques biais sociologiques qui font qu'il y a un peu d'appréhension, et ou à une époque aussi de pouvoir amener des bassins mobiles directement là où il y avait la population, parce qu'il y a aussi l'accessibilité comme ça. Donc cette action-là,
assez intéressante qui a été dotée de pas mal de moyens dans le cadre notamment de l'appel à projet Impact 2024. Elle a produit quelques effets déjà, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de bénéficiaires, en particulier en Seine-Saint-Denis. Il faut espérer que cette action, elle garde des moyens, voire même qu'on amplifie les moyens, parce que c'est pas au moment où on a les bassins qui arrivent, encore une fois, je ne sais pas si c'est à la hauteur, qu'il faut réduire l'ambition et réduire les moyens sur l'animation. Donc je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de suivre dans le cadre de vos travaux. Ce que vous dites, par exemple, pour la Seine-Saint-Denis, on aurait 25 bassins rénovés? Non. Ouais, j'étais en train de chercher, je peux vous Parce que passer moi, le. ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait le bassin de Bagnolet qui était rénové parce que c'était le bassin qui arrivait de Saint-Denis. Que Saint-Denis, il y a bien un bassin en plus, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas une seule piscine, un seul bassin en plus. Ah, et à Sevran, il y a un bassin en plus. Voilà, c'est Sevran, Sevran, Saint-Denis. Et Bagnolet, c'est pas un en plus, c'est juste qu'il est rénové. Parce qu'il était complètement. Bagnolet, ils livrent en fait. Bagnolet et Sevran, ils amènent des piscines Oui, provisoires mais qui sont Bagnolet, déplaçables. Bagnolet, ça existe déjà, en fait. Oui, C'est mais ça rénové. existait déjà. En fait, c'est Et un ils la bassin. remplacent. Il le remplace Et à Sevran, c'est Bagnolet. pareil. Ah oui, il remplace à Sevran, il remplace à Bagnolet. Et il y a une nouvelle piscine à Saint-Denis. C'est ce que j'ai compris, quoi. ouais, Moi, par exemple, je vous le dis, complète. sur ma circo de 120 000 habitants, je fais le tour. Donc, c'est Pré-Saint-Gervais jusqu'à Bondy. C'est une ligne droite. Pré-Saint-Gervais, Noisy, Romainville, Lilas, Bondy. Il n'y a pas une seule retombée en termes d'équipement sportif. C'est une circo de 120 000 habitants où il y a 6 fois moins d'équipements sportifs par habitant par rapport à la moyenne française. Donc, et on n'est vraiment pas loin des Jeux, quoi. On est Alors, j'étais sur le document, mais je vous le ferai passer, effectivement. Donc, il y a le centre aquatique à Saint-Denis, il y a celui à Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers, La Courneuve, Marville, et il y a des bassins temporaires, effectivement. Voilà. Réimplantés dans le 93, 3 bassins réimplantés, Sevran, Estançon, Bagnolet et Pierrefitte. Et donc, oui, c'était bien ça, 25 bassins au total sur l'Île-de-France qui sont programmés, construits ou rénovés, dont 19 nouveaux bassins en Seine-Saint-Denis. 19 nouveaux bassins. Ouais, c'est le document de la Solidéo que j'ai sous les yeux, je le ferai D'accord, passer. ouais, je veux bien. Ouais, on va Ouais. regarder ça parce que. Ouais. Puis après, bon, ça nous a déjà été dit, mais il y a des très très fortes disparités en réalité. Oui, Il y a non, tout mais un après, coin par exemple, il y a tout un coin de la Seine-Saint-Denis qui a bénéficié, autour de Saint-Denis, pour être clair. Tout le reste de la Seine-Saint-Denis, il n'y a aucune irrigation, quoi. Enfin, quasiment. Bon. Mais bon, ça, on va analyser plus précisément. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez peut-être Amélie. Alors, donc, je suis désolée, j'aurais dû te présenter avant. Donc, mais tu as été en lien avec eux, donc Amélie Canon, qui est ma directrice de cabinet. Voilà. Oui, je voulais savoir si vous pouviez l'un ou l'autre nous en dire plus, si c'est possible, sur l'impact pour les finances locales de ces JO. Est-ce qu'un jour on en saura quelque chose? Est-ce que la Cour des comptes évaluera ça ou non? Et c'est à la fois en termes de coûts directs et indirects, puisque là encore, l'exemple de la circonscription où est élue Aurélie nous raconte que les collectivités qui par ailleurs étaient ravies d'organiser plein de choses autour des JO, et c'était vachement bien d'y aller, les activités autour de la flamme et tout ça, ont quand même dû non seulement payer pour l'accueil de l'activité, bon ça c'est une chose, mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de coûts de services publics locaux, en particulier en Seine-Saint-Denis là. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui sera évalué un jour ou non? Est-ce qu'on en sait un peu ou pas? Et l'autre question, c'était pour vous, peut-être, Monsieur Le Petit, vous avez mentionné un plan où j'ai peut-être mal suivi. Vous parliez de 10-15 milliards à un moment sur ce qu'il faudrait investir en termes d'équipements sportifs. Est-ce que vous pouvez préciser ça et quel est ce plan? On aimerait bien le savoir et le défendre. Le budget arrive. Peut-être je vais être assez court, donc je commence. On n'a pas fait chez Asterès le distinguo quand on parle coût budgétaire et recettes, État versus collectivité, enfin les différentes branches des administrations. Euh, Ça doit être possible de faire une estimation, puisque sur le budget, on doit pouvoir à peu près voir ce qui a été à la charge de l'État ou de collectivités locales. Et sur les recettes, dans notre modèle, on a les différents types d'impôts, certaines qui arrivent directement dans les caisses de. Alors là, je vais donner le chiffre global, mais bon, une estimation, bon, faudrait retravailler un peu, mais ça doit être possible. Mais j'ai pas fait le travail maintenant, donc je peux pas trop vous dire comment ça se divise. Mais je pense que j'ai envie
À mon avis, c'est le plus gros du coup doit être pour l'État, mais je n'ai pas de chiffre précis là-dessus. Ouais, Petite précision, ouais, dans les plans initiaux, donc en 2017-2018, en termes d'argent public, c'était à peu près 1,5 milliard qui était mis sur la table, dont 1 milliard de l'État et grosso modo 500 millions des collectivités locales. Ce qui était beaucoup moins que ce qui était envisagé pour des candidatures précédentes, hein, je pense à Paris 2012. Donc la part des collectivités locales a été, on va dire, réduite dans les plans au cours du temps, lié au phénomène qu'on disait tout à l'heure de difficulté à financer ces collectivités. Dans le budget de la Solidéo, c'est assez clair, ça dans les documents de la Cour des comptes. Donc il y a eu régulièrement des ajustements. Donc les collectivités ont un petit peu rajouté au pot. Alors je me souviens plus exactement les proportions parce que c'est quand même plutôt l'État quand il y a eu besoin de rallonge, qui a mis la main à la pâte. Après, sur, on va dire, les opérations d'animation, d'activation, notamment dans le cadre du label Terre de Jeu, etc. Enfin, Christophe, tu diras ce que tu en penses, mais c'est toujours un peu compliqué parce que ben, c'est ventilé entre plein de collectivités différentes. Faut voir sur quel budget ça passe, etc. Ça fait partie de ces zones d'incertitude qu'on a un peu sur chaque édition des Jeux Olympiques où il y a les chiffres qu'on peut donner de manière à peu près certaine. Et après, il y a un peu la part des anges qui est-ce qu'on le compte ou pas dedans? Déjà, ça c'est une question, on va dire, méthodologique. Et ensuite, est-ce qu'on a les moyens précis pour l'évaluer? Alors, je soupçonne quand même que la Cour des comptes va mettre le nez là-dedans, mais jusqu'à quel niveau de granularité, ça c'est encore un peu l'inconnu. Oui, alors, peut-être une réaction sur la première question, puis une réponse à la seconde. Sur ce premier point, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu de savoir à la fois ce qu'on intègre dans le périmètre sur la dépense publique, c'est ce que tu disais, je crois, Alexandre. Et effectivement, je pense que la Cour des comptes va essayer d'avoir une approche assez large. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a parlé depuis tout à l'heure du coût public avec les contributions publiques qui arrivent au COJO ou à la Solidéo, mais également des primes ou des salaires. Donc là, sur notre petit point de divergence, notamment sur la partie des fonctionnaires. Il y a d'autres éléments. Il y a d'autres éléments qui peuvent bien sûr entrer en ligne de compte. Les zones de célébration, donc qui ont pu être mises en place en Seine-Saint-Denis, vous en aviez d'ailleurs, qui ont a priori plutôt bien fonctionné de ce que j'ai pu en lire. Pour le coup, j'ai pas été observer ça de visu, mais il y en a eu d'autres partout, enfin dans beaucoup de territoires français, notamment dans des territoires hauts, c'est-à-dire des fan zones, enfin ça s'appelle des zones de célébration dans le langage olympique. C'était à la charge des collectivités territoriales. Donc, ça doit probablement faire partie de ce qui relève du coût public des Jeux, tout comme pouvait relever du coût public des Jeux d'autres célébrations, comme le relais de la flamme, puisqu'en effet, le relais de la flamme a été payé pour environ un tiers de son coût global par des collectivités territoriales. Donc ça doit faire partie de l'analyse de la Cour, je pense, j'espère, en tout cas, parce que ça relève de ce que l'on peut qualifier du coût public des Jeux. Ça, c'est sur le coût. Et sur la partie revenu, il y aura probablement des éléments ex post, là, pour le coup, d'analyse sur quelles auront été les recettes fiscales additionnelles. Mon collègue d'Astérès en a parlé tout à l'heure. Il y a des recettes fiscales pour l'État, il y a aussi des recettes fiscales pour les collectivités territoriales qui peuvent bénéficier de certains impôts locaux qui peuvent avoir été amenés à être générés ou à augmenter euh, en lien avec les Jeux. Donc ça fait aussi partie de l'analyse ex post qu'il faudrait pouvoir mener si tant est qu'on ait la capacité à pouvoir le faire, parce que c'est parfois un peu complexe. Donc ça, c'est sur la première question. Sur la deuxième question, sur l'estimation, encore une fois, au doigt mouillé, je crois que ça a été utilisé encore une fois par mon collègue d'Astérès tout à l'heure, mais sur ce plan d'investissement, c'est souvent des ordres de grandeur qui sont indiqués par l'Association nationale des élus en charge du sport, les collectivités territoriales étant propriétaires de la très très large majorité des équipements sportifs. J'avais effectivement eu l'occasion d'entendre parler de ce chiffre de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros nécessaires, qui seraient nécessaires pour vraiment rénover en totalité, en profondeur le parc d'équipements sportifs. Et quand on parle de rénovation, il y a bien sûr les rénovations basiques pour éviter qu'il ne pleuve dans des gymnases ou que, il y ait des choses qui relèvent de l'entretien et de l'usure normale. Mais il y a aussi la rénovation pour l'accueil de tous les publics, les personnes en situation de handicap, mais aussi les femmes, parce que parfois il y a des vestiaires qui ne sont pas forcément très adaptés à l'accueil de public féminin. Et ça, c'est un véritable enjeu. Et puis il y a la rénovation énergétique. On en a quand même beaucoup parlé il y a de ça 18 mois au moment de l'éclatement du conflit ukraino-palestinien, lapsus,
russo-ukrainien plutôt. Et donc, effectivement, il y a aussi cet aspect-là des choses, puisque malheureusement, on a beaucoup de passoires thermiques dans ces équipements-là. Soit des passoires thermiques donc, qui coûtent cher en utilisation d'énergie pour les chauffer. Il y a des équipements qui nécessitent beaucoup d'eau pour être entretenus. Et donc, effectivement, c'est un vrai sujet. Donc, c'est ça qui amène à cette estimation, alors au doigt mouillé, et qui mériterait d'être vraiment très affiné, d'un budget nécessaire de l'ordre de 10 ou 15 milliards d'euros. Alors, si vous arrivez effectivement à faire passer quelques crédits sur le budget, sur le PLF 2025, ça sera très bien. Si tant est qu'on ait un jour un PLF 2025, je ne sais Oui, pas trop ouais, sur le sujet. je crains qu'il passe surtout par un 49.3, et Oui, que donc on n'ait pas beaucoup notre mot à dire. Mais bon, passons. c'est bien possible. Oui. Pardon? Je dis c'est bien possible, oui, malheureusement. Et l'inverse m'étonnerait. Mais du coup, mais bon, il n'empêche que c'est important de le porter quand même, parce que ça finira bien je veux dire, par un jour, soit être mis en œuvre, soit être entendu. Mais les 10 à 15 milliards, c'est une estimation donc de l'association nationale, c'est ça, Oui, c'était dans le cadre des des élus locaux. discussions Ok, ouais, ouais, d'accord, faut qu'on absolument, les. en Ok. charge des. Et il faut rajouter, en fait, tout le coût des équipements sportifs supplémentaires, ne serait-ce que, par exemple, on pourrait se dire pour tous les départements qui ne sont pas à la moyenne nationale, par exemple. Mais Oui, pour des bon, rattrapages, oui. ne serait-ce que pour les rattrapages, en réalité, ou en tout cas, ou alors on pourrait se dire même pour essayer d'atteindre la best situation, on va dire ça comme ça. Et ça, est-ce qu'on a des estimations des besoins supplémentaires? Bah, malheureusement, non. On a un peu de cas par cas. C'est-à-dire que là, dans le cadre de la réforme de la gouvernance sportive, chaque région était amenée à faire un projet sportif territorial. Dans la quasi-totalité des projets sportifs territoriaux, les équipements sportifs sont évidemment revenus. Et donc, il y a pu y avoir des analyses qui ont pu être faites sur la saturation et les besoins qui ont été identifiés. Malheureusement, il ne me semble pas, mais sans être 100% affirmatif, qu'on ait une analyse globale qui reprenne déjà peut-être toutes ces analyses territoriales et qui permettrait d'avoir un point de situation. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, puisque bon, ben, vous êtes de Seine-Saint-Denis, vous avez des difficultés qui sont très particulières, inhérentes à un département très fortement urbanisé, avec des caractéristiques sociodémographiques particulières. La Haute-Vienne, la Creuse ou la Lozère font face à voilà, d'autres situations, ce qui relève plus de l'accessibilité peut-être que du nombre. Et donc, mais ce qui est aussi un frein à la pratique, parce que quand on n'en a pas assez, c'est pas bien, mais quand ils sont trop loin, c'est pas bien non plus. Voilà. Donc en fait, ça mériterait vraiment une analyse très fine qui pourrait être coordonnée par l'Agence nationale du sport, notamment en prenant appui sur les projets sportifs territoriaux. Me permet de revenir sur le coût pour les collectivités locales. Donc avant, donc ce que vous dites, c'est que les coûts, c'est les zones de célébration. Ça, c'était pas l'État, ni le Solidéo, ni rien. Enfin, c'était pas le COJO. Donc les zones de célébration, les fonctionnaires territoriaux, grosso modo, les passages de flammes, c'est ça? Oui, Grosso modo. Et complètement. En fait, donc, non, je crois pardon, même que dans le budget du COJO, vas-y. il y avait une partie finances publiques. Mais alors, vu que j'ai pas travaillé le sujet, je crois que j'ai pas détaillé, j'ai pas les chiffres en tête. Mais je crois que dans le budget en tant que tel du COJO, non pas du COJO, de la Solidéo, je crois qu'il y avait une part, dans le site de la Solidéo, parce que c'est là où j'ai glané mes informations, il y avait une part précisée. Donc je pense c'est plus que ce que vous disiez là, les zones de célébration, les fonctionnaires et les relais de la flamme. Je crois que dans le budget en tant que tel, dans les 8,8 milliards dont on parle, il y a une petite part finances publiques, mais il faudrait creuser pour la connaître. Des collectivités locales, quoi. Oui, Ouais. départementale ou commune ou autre. Oui, sur la maquette Solidéo, il y avait effectivement la région Île-de-France, la ville de Paris, la métropole du Grand Paris, différents départements, la ville de Marseille, etc., qui contribuaient. En gros, il y a 1,2 milliard d'euros d'État et le reste de Mm. collectivités territoriales. Exact, oui, oui. Il y a bien une ligne collectivité locale dans le budget de la Solidéo, effectivement. Tout à fait. Et Et effectivement, en plus, c'est ce que vous dites. Alors, ce qui vient en plus, alors il y a deux choses qui viennent en plus, et là, je pense que c'est peut-être ce que mon collègue d'ACRS a indiqué, c'est qu'il y avait des éléments qui ont été engagés par les collectivités territoriales autour des équipements, donc qui relèvent un petit peu de l'enveloppe Solidéo, si je puis dire, mais qui étaient des éléments qui n'étaient pas nécessaires au jeu. Pour autant, les collectivités ont pu vouloir faire un complément de programme. C'est-à-dire, par exemple, je dis n'importe quoi, mais pour les jeux, il fallait
le centre aquatique olympique. Mais dans la phase d'héritage, pour justement pouvoir bénéficier à plein de cet équipement, il fallait peut-être d'autres aménagements qui n'étaient pas dans l'enveloppe des jeux et que les collectivités ont pu prendre en charge justement pour penser cet héritage, cette utilisation future. Donc là, il y a ce complément-là de financement public qui est aussi dans la maquette Solidéo. C'est plutôt bien fait, la Solidéo. Enfin, je pense que personne ne me contredira, c'est assez transparent. On arrive à avoir les informations relativement précises. Donc ça, on l'a. Sur le COJO, c'est 170 millions d'euros. Là, c'est à la fois les contributions qui viennent du relais de la flamme, mais qui viennent aussi pour financer les Jeux paralympiques, essentiellement d'ailleurs pour financer les Jeux paralympiques. C'est de l'argent en particulier de l'État. Et ensuite, c'est ce que vous disiez, si on va aller encore plus loin, il faudrait intégrer des choses qui relèvent de la zone d'ombre, en tout cas qui ne sont ni dans le budget du COJO, ni dans le budget de la Solidéo, et ça relève là plutôt de tout ce qui était les célébrations. Et donc, dans les célébrations, effectivement, c'est pendant les Jeux Olympiques et ou pendant les Jeux Paralympiques, des live sites, enfin, donc des fan zones sur différents territoires, qui ont été mis en place par les collectivités territoriales. Donc là, il y a eu voilà, nécessité de les sécuriser, de les animer, de les faire tourner, etc. Donc ça, il y a un coût. Et effectivement, en plus de ça, sur le relais de la flamme, donc il y avait le ticket d'entrée, entre guillemets, pour les départements. Et puis ensuite, il y avait pour la célébration finale des éléments d'animation territoriale qui aussi étaient à la charge des collectivités territoriales. Et au plus proche de de certains lieux d'épreuve, il peut y avoir aussi des enjeux en termes de sécurisation de l'espace public ou de nettoyage, enfin voilà, ce genre d'éléments qui sont un peu plus présents qu'à l'ordinaire, quoi. Mais là encore, il faut aller dans le détail et on n'a pas tellement de données agrégées. Oui, donc on n'a quand même pas d'estimation globale aujourd'hui du coût pour les collectivités locales, finalement, si je résume bien. Voilà. Non, en fait, on a ce fameux 3 milliards d'euros qui est le dernier chiffre. Pour moi, le 3 milliards d'euros, c'est le dernier chiffre officiel. C'est-à-dire, c'est celui de la Cour des comptes, mais c'est celui de juillet 2023. 3 milliards, c'est 2,5 milliards d'investissement, 500 millions d'euros de fonctionnement. Ce chiffre-là, c'est celui-là, à mon avis, que la Cour doit être en train d'actualiser et qui sera communiqué à l'automne. Alors, à l'automne, effectivement, plutôt 2025. Je ne crois pas que ce soit cet automne-là, mais à moins que je me sois. Il y aura peut-être une première version du rapport et suivi d'une version finale. Ouais, Mais c'est octobre 2025. voilà. Et dans le cadre de ces travaux finaux, pour le coup, je pense que la Cour des comptes prendra en considération ces coûts-là. Enfin, je serais surpris qu'il n'essaie pas, à minima, de pouvoir intégrer tous ces éléments-là. Oui, oui, tout à fait. Du coup, voilà, là, on a les 3 milliards, mais donc on ne sait pas la distinction collectivité locale-État, précisément. Enfin, enfin, je ne sais pas si vous avez une idée, mais j'ai l'impression même Bah, pas d'ordre de grandeur. Si? Il non, faut que je le retravaille un peu. Là, j'ai pas de chiffres, mais en creusant un petit peu, je pense qu'on peut avoir une estimation. Mais là, vu que j'ai pas travaillé dessus, je ne l'ai pas en tête. Mais en actualisant un peu, je pense que c'est pas très difficile d'avoir De au moins un mémoire, ordre on de est à... grandeur. Ouais, vas-y Christophe, vas-y. non, on est à 1 milliard, on était à 1,2 milliard de l'État sur la Solidéo. Et on est sur les 170 millions du COJO, on devait être à quelque chose. Donc ça relève de l'investissement, hein, cette partie-là. Donc 1,2 milliard sur 2 milliards, 2,2 milliards. Donc on va dire que ça fait 1 milliard à la charge des collectivités territoriales, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, on est dans ces ordres de grandeur-là. Pour le coup, sur la Solidéo, la répartition est claire, c'est vraiment pas ça le problème. Enfin, la Cour des comptes et même les plaquettes de la Solidéo sont bien faites. C'est surtout les coûts annexes, c'est-à-dire ceux Ouais, c'est vrai. sur lesquels on n'a pas trop d'infos, que ce soit de l'État, donc sur la sécurité, etc., comme on l'a dit, et tout le reste pour les collectivités qui n'apparaissent pas dans ces budgets agrégés qui, pour le coup, enfin, voilà, sont assez faibles. Bon, on verra pour le COJO ce qu'il en est définitivement, mais là-dessus, la répartition est claire. Si vous voulez, le 8,8 ou 9 milliards, ça, c'est bon. Après, c'est combien en plus? Et là, c'est... Bah, merci beaucoup. Non, bah, j'ai juste une dernière question, mais qui revient au début de un peu de notre entretien. C'est que donc Moscovici dit en fait, ça sera entre 3 et 5 milliards les coûts publics, parce qu'il y a une grosse différence quand même. 2 milliards, c'est pas rien. Mais est-ce que voilà, ça vous amène à penser qu'on pourrait aussi tout à fait arriver aux 5 milliards ou finalement, est-ce que ça a été lancé comme ça, plus par précaution? Ben, je pense que les 5 milliards, ça me semble vraiment être une fourchette haute. Il faudrait qu'il y ait, je sais pas, des dépassements de budget qu'on n'ait pas vu du COJO ou autre, ou
Voilà, parce que l'estimation là qu'on a donnée, je pense qu'on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, on est plutôt à 3 milliards. Donc pour arriver à 5 milliards, je dirais qu'il faudrait vraiment qu'il y ait eu des dérapages budgétaires, des coûts plus importants qui nous soient complètement passés sous les radars. Donc voilà, là, on dit plutôt 3 milliards, ça peut être voilà, 3 milliards 5. Et bon, il y a évidemment une part d'incertitude. La fourchette de 5 milliards me semble voilà, peu probable, disons, à ce stade. Bon, on s'est pas concerté avant, mais on a été d'accord assez régulièrement avec nos collègues d'Asterès. Mais non, il faut l'affiner, mais de là à passer de 3 à 5, sauf alors, la seule difficulté, et ça sera peut-être votre travail à vous, c'est qu'il faudra faire attention à la communication politique qui va être faite de l'objet que constituent les Jeux Olympiques et Paralympiques, entre ceux qui voudront communiquer sur des évaluations extrêmement hautes en prenant en considération certaines hypothèses de périmètre, et d'autres qui voudront prendre d'autres hypothèses de périmètre. Mais toute chose étant égale par ailleurs, je pense quand même que autour de 3 milliards, en prenant ce 3 milliards comme une base minimale, puisque c'est à peu près ce qui est connu aujourd'hui, pour moi, on devrait être dans cet ordre de grandeur. Je ne vois pas, s'il y avait dû y avoir une explosion, comme il y a eu le cas à Londres ou ailleurs, je pense qu'on aurait déjà identifié un point très saillant qui aurait matérialisé le risque d'explosion budgétaire. Je ne crois pas à ce stade que ce soit le cas, encore une fois, sous le contrôle de mes camarades. Je crois Oui, que je suis assez sur, d'accord avec. pardon. Pardon. Non, sur le coût, je crois que j'insiste sur la question du périmètre, parce que des fois, quand on discute, même à titre privé, avec voilà, des gens, et, par exemple, tout l'argent dépensé pour l'assainissement de la Seine, 1,4 milliard d'euros, beaucoup de gens vous disent ah, le triathlon a coûté 1,4 milliard d'euros pour pouvoir se baigner dans la Seine. Donc voilà, ça, on ne le prend pas dans le périmètre directement des Jeux, parce que c'est un travail de plus long terme sur l'assainissement de la Seine ou le prolongement de la ligne 14 eau. Donc je pense que la Le Grand question Paris Express. du périmètre est absolument cruciale, parce que l'assainissement de la Seine ou la ligne 14, voilà, si on met l'assainissement de la Seine ou le prolongement de la ligne 14, vous doublez les 3 milliards, enfin je ne sais pas de combien, mais là, voilà, là, pour moi, c'est vraiment plus les jeux en tant que tels, et ça, dans la communication qu'on en a parfois avec les journalistes ou le grand public, c'est absolument crucial, parce que sinon, on passe du simple au double et on dit tout et rien. Donc, mais des fois, c'est vrai que la barrière qu'on met pour dire ça, c'est dans les jeux ou ça ne l'est pas, elle est floue, elle est parfois un peu arbitraire, parce que là, il fallait que la Seine soit baignable pour les Jeux. Si on avait eu un délai plus long, peut-être que les cours étaient un peu moins élevés parce que les travaux étaient, je ne sais pas, plus étalés ou autre. Donc voilà, il y a un périmètre qui est parfois un petit peu arbitraire, mais qui est absolument crucial. Sinon, on ne comprend plus du tout de quoi on parle. Juste avant de te laisser la parole, Alexandre, c'est tout à fait fondamental. Ce dont on parle là, c'est la causalité, c'est le lien de causalité. Donc il y a des fois, c'est très clair. On sait qu'il y a une infrastructure où il y a des investissements qui ont été faits, qui n'auraient pas été faits s'il n'y avait pas eu les Jeux. Donc là, il y a une causalité claire et directe. Donc ça relève, entre guillemets, du coût des Jeux. Et d'autres fois, c'est beaucoup plus flou. Mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. L'assainissement de la Seine, c'est pas du coup des Jeux, puisque c'était un projet qui était indépendant des Jeux. Peut-être y a-t-il eu un effet d'accélération, un effet d'accélération et donc peut-être un surcoût. Tout ce qui relève du Grand Paris Express ne relève pas du coût des Jeux. Et pourtant, quand vous regardez un petit peu les détracteurs ou les anti-JO, ils ont tendance à tout charger et donc à dire le coût des Jeux, c'est pas 5-10 milliards d'euros, quand les pro-JO vont avoir tendance à resserrer au maximum. Et donc, en fait, c'est à vous et avec nous, en tant qu'experts indépendants, d'essayer de faire un petit peu la lumière sur ces choses-là pour savoir où est-ce qu'on fixe le périmètre, sur quoi on s'entend et effectivement, quelle évaluation on en fait. Désolé, Alexandre, je te laisse la parole. Non, non, enfin, je vais aller dans le sens de tout le monde. Effectivement, que ce soit le plan pour la scène ou tout ça, c'est des choses qui sont votées avant, donc ça sert pendant les Jeux, mais ce sont des plans ad hoc qui sont utilisés ensuite dans la candidature, puis dans les Jeux. Si on fait un bilan, grosso modo, là, de Paris 2024, on se situe sur une édition des Jeux qui est a priori, hein, on attendra d'avoir les chiffres définitifs, mais a priori la moins chère depuis le dernier quart de siècle, quoi, en gros. Donc ça coûte beaucoup d'argent, y compris d'argent public. Il y a eu effectivement des dépassements par rapport à ce qui était prévu initialement, notamment à cause de sous-estimations qui ont été pointées par la Cour des comptes. Néanmoins, on est quand même plutôt sur la fourchette assez basse voilà, du coût des jeux au global. On est quand même bien moins que Londres, qui est quand même souvent cité en exemple, que Rio, et sans commune mesure, même avec Tokyo, qui a été une catastrophe assez importante en termes de finances. Et on aura forcément des petites fourchettes, on va dire, sur le coût final, voilà, par rapport à ces enjeux de périmétrage.
mais probablement pas sur des écarts extrêmement importants, contrairement à d'autres éditions des Jeux où on peut voir des fourchettes qui vont quasiment du simple au double, même sans mauvaise foi ou, ou anti-JO primaire. Voilà. Donc, on a quand même aussi eu la chance, je pense, d'avoir une Cour des comptes qui a marqué à la culotte, comme on dit en football, euh, les, les organisateurs et les pouvoirs publics. Moi, je pense que ça a quand même bien aidé à faire attention avec les révisions budgétaires successives, où même si ça a un petit peu augmenté, quand même, ça a été contenu, on va dire, d'autant plus il faut rappeler le contexte, hein, avec et le Covid et la guerre en Ukraine et le phénomène d'inflation. Ça aurait pu être vraiment catastrophique et on s'en sort a priori pas trop mal. Voilà. Donc ça veut pas dire que tout est parfait, évidemment, loin de là, et il y aura besoin d'envisager beaucoup de choses, mais Paris 2024 fait plutôt partie a priori des bons élèves. Par contre, ça ouvre des questions, enfin je sais pas si vous voulez qu'on aborde le sujet, mais ça ouvre des questions quand même pour 2030, où là par contre, il y a quand même beaucoup de flou, et on peut pas dire qu'on ait eu énormément d'informations qui soient remontées, notamment sur les enjeux budgétaires, et c'est pas complètement un hasard si la lettre d'engagement de l'État a mis un peu de temps à être signée, nonobstant évidemment le contexte politique depuis fin juin, début juillet. Mais par rapport à 2030, je pense que tu as raison, Alexandre, sur un des enseignements majeurs qu'il faut tirer de Paris 2024, c'est l'enseignement du contrôle et de l'évaluation, qui, à mon avis, a été quelque chose d'extrêmement bénéfique et qui a évité des dérapages absolument incontrôlés qu'ont pu connaître d'autres éditions des Jeux. Le contrôle par la Cour des comptes et la puissance publique, mais pas que d'ailleurs que par la puissance publique étatique, hein, puisque les collectivités territoriales ont aussi été, je pense, assez regardantes, à mon avis, est tout à fait fondamental parce que ça a mis une forme de pression permanente sur les équipes de Paris 2024. Et donc, ça a évité qu'il y ait, il y ait potentiellement ce type de dérapage. Et l'évaluation est également un élément très très important. Et là, je pense que c'est capital d'avoir ce programme de 13 études d'évaluation qui est coordonné par la DIJOP, parce que ça va aussi servir à objectiver les effets. Parce que les effets, on peut en parler, chacun a son avis, sans parler du grand public, mais chacun peut avoir son avis en fonction du prisme par lequel on aborde l'événement. Là, il va y avoir 13 études sur des sujets très variés qui vont permettre de documenter l'évaluation et documenter les effets des jeux. Et tout ça doit servir 2030, certes, mais je pense que tout ça doit aussi servir la façon dont la puissance publique en particulier prend ses décisions pour 2030, mais peut-être pour d'autres projets sportifs qui pourraient intervenir dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas de faire un rapport pro ou anti-JO. En réalité, il s'agit surtout, nous, d'éclairer tous les manques qu'il y a et la nécessité, nous, en tant que parlementaires, d'avoir une commission d'enquête officielle, parce qu'évidemment, c'est des moyens bien différents, hein. Ça veut dire qu'on peut préempter des documents divers et variés, qu'on peut, par exemple, avoir le détail des appels d'offres qu'on n'a pas eu, hein, etc., quoi. Donc, évidemment, et puis ça, voilà, il y a une obligation à la fois de sincérité et d'être auditionné pour une commission d'enquête officielle parlementaire. Donc, en fait, nous, c'est la visée, hein, et notamment de montrer aussi toutes les données qui manquent et d'amener justement la puissance publique à être la plus vigilante possible, mais nous aussi, en tant que responsables et élus politiques, sur l'estimation de ces jeux. Et dernière chose, nous, ce qui nous importe aussi, c'est de faire en sorte que ces jeux aient réellement des retombées positives, pas seulement sur le plan économique et budgétaire, mais notamment, et ce qui nous intéresse, c'est l'héritage en termes de sport, tout simplement. C'est-à-dire que c'est tout à fait ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au-delà de l'événementialisation du sport, qu'est-ce qui reste dans l'accès au sport pour tous, qui est quand même un élément fondamental de la santé publique en France, quoi. Voilà. Voilà, je sais pas Est-ce si que, est-ce que je peux profiter que mes collègues de Limoges soient là pour poser une question qu'on n'a pas abordée, sur laquelle j'aimerais avoir votre point de vue? Il y a, à mon avis, un effet potentiel dont on n'a pas parlé, c'est celui de l'image de Paris, puisque les Jeux ont été réussis. Alors, si ça avait été une catastrophe, ça aurait été une image négative, mais là, il y a une image positive. Le monde entier a vu Paris sous un angle, disons, flatteur. J'ai essayé de trouver des études qui essaient de lier l'image d'autres de Jeux Olympiques ou d'autres grands événements, de lier l'image sur l'attractivité en termes d'investissement, de tourisme, d'étudiants, etc. Je dois dire que j'ai fait chou blanc, j'en ai pas trouvé.
Est-ce que vous avez, parce que ça me semble clé, on a un événement qui a marché, qui a vraiment donné une image positive de Paris et même de la France, disons-le. On sait, par exemple, je crois que sur Grenoble, des investissements type IBM et autres ont été vraiment tirés par les jeux à l'époque. Je ne suis pas expert de Grenoble, vous êtes peut-être plus en 68, mais voilà, Grenoble en tant que technopôle a bénéficié de cet effet d'accélérateur, de ce que j'en sais. Mais je n'ai pas d'études précises. Est-ce que vous en avez, parce que ça me semble aussi clé sur l'héritage économique des jeux. Ouais, bon, moi j'ai beaucoup de mal avec ces arguments sur l'attractivité qui sont quand même très gazeux, Oui, souvent c'est postulés et gazeux, je suis jamais d'accord, démontrés en mais fait. à mon avis, c'est pas nul non plus. Peut-être pas. Alors le problème, c'est que bon, Paris, en termes de tourisme, Paris est quand même déjà une des destinations, sinon la destination la plus visitée au monde. Donc faire encore plus, déjà, c'est pas forcément évident. Et ensuite, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est souhaitable? Parce qu'on parle aussi de questions de surtourisme, d'écologie, de tout ça. Donc voilà, je sais pas si c'est un objectif en soi, mais ouais, Mais je pensais pas tant en termes de tourisme qu'en l'attractivité, termes d'entreprise. Euh, bah alors pas ça pour le forcément. coup, je lisais encore un papier là-dessus. C'est vrai c'est souvent, comme vous dites, un argument, mais on n'a aucun exemple Oui, mais c'est suite ça. à des Jeux Olympiques d'implantation. Voilà, sachant que Grenoble, enfin, Grenoble faisait aussi partie de plans d'aménagement du territoire, de métropole d'équilibre par Oui, rapport c'est à vrai. Paris. Donc le développement du technopôle, il s'insère dans des plans beaucoup plus Mm. larges que simplement les Jeux Olympiques, même si les Jeux Olympiques ont eu des effets importants en termes d'urbanisme. Mais non, pour le coup, cet argument-là, je pense qu'il est, enfin, très sincèrement, je pense qu'il est fallacieux, quoi. Ok. Je pense pas que des entreprises s'amusent à venir à Paris parce que on a vu du skateboard avec l'obélisque derrière. Donc, en termes de tourisme, on peut poser la question, mais là encore, les travaux vont pas tellement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a, sauf quand ça s'accompagne de politiques publiques, là encore, très profondes. C'est-à-dire Barcelone, oui, il y a une explosion du tourisme après, mais la ville est entièrement réurbanisée d'une manière différente, et s'ouvre sur le front de mer, etc. Donc c'est ça qui fait un effet important. Le Japon, par exemple, a triplé le nombre de touristes sur la dernière décennie, mais c'est pas grâce au jeu, c'est parce qu'il y a une politique touristique avec davantage enfin, des facilités pour les visas, tout un ensemble de choses qui sont mises en place pour ça. Mais donc ouais, sur ces trucs d'attractivité, moi je suis très dubitatif et j'ai pas vu dans la littérature de choses qui iraient dans ce sens-là, en tout cas de manière très ferme et définitive. Christophe, je sais pas si tu as Moi non plus, d'autres. donc c'est pour ça que je vous demandais. J'ai rien vu de précis, donc c'est pour ça que je l'ai pas chiffré à ce Ouais, stade. non. Ouais, on n'a pas de littérature qui permettrait, ou d'études très scientifiques qui permettraient d'affirmer dans un sens ou dans un autre qu'il y a des effets ou qu'il n'y a pas d'effet. Donc ça, effectivement, ça y est pas forcément. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même une compétition extrêmement vive que se livrent toutes ces grandes métropoles internationales pour attirer des touristes, certes, mais aussi des entreprises, parce qu'il y a aussi ces centres décisionnels-là. Et donc avoir des jeux très réussi, c'est plutôt positif dans le sens où si ça avait été très raté, pour le coup, on aurait pu à nouveau taper très fort sur la France et sur Paris. Ça, c'est le premier élément. Et sur le deuxième élément, il y a un petit faisceau d'indices et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur le tourisme d'affaires qui n'a pas eu lieu avant les Jeux. Visiblement, le tourisme d'affaires reprend extrêmement fort après les Jeux. J'en ai discuté avec Atout France il y a une dizaine de jours. Visiblement, le tourisme d'affaires sur la deuxième partie d'année, et donc il faudra voir ce que ça donne sur 2025, repartirait très très fort. Et donc là, encore une fois, est-ce que le lien de causalité est à faire avec les jeux ou pas? Est-ce que c'est un phénomène de rattrapage? Il y a visiblement du rattrapage, il y a peut-être du sur-rattrapage. Donc, ça fera partie de nos éléments d'analyse, tant côté CDES que Asterès, je suppose. Bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Puis bon, nous, on va reprendre aussi vos deux études, enfin les deux études que vous avez réalisées, puis l'étude d'Asterès. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis de toute façon, on va vous tenir au courant en espérant que, en tout cas, le rapport soit fidèle voilà, à l'entretien qu'on a eu. Merci à vous. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au Merci revoir. beaucoup. Donc, je me trompe pas. Voilà. Hop. Non.